je vais demander à chacun de se présenter. Écoute Cyril, on va commencer par toi. Est-ce qu'en 2 phrases, tu peux nous dire ce que tu fais là? Je vais te le demander à chaque fois, hein, tu sais bien. Bah oui, tu demandes à chaque fois. Bah écoute, comment dire, je participe aux tables rondes, hein, à toutes les tables rondes. Je cultive des plantes carnivores depuis quelques années. Je travaille en espace vert et je ne m'intéresse que pas qu'aux plantes carnivores parce que j'ai aussi plein d'autres sortes de plantes. C'est noté. Merci beaucoup pour cette présentation. Alexis, rapidement, qu'est-ce que tu fais là? Donc moi, c'est ma première table ronde. J'ai déjà fait une présentation sur le drosophyllum. Je cultive les carnis depuis plus de 6 ans maintenant. Je m'intéresse aussi à tout autre végétaux qui existent sur cette planète. Dès que c'est un peu atypique, je m'y intéresse. Et Oui, on en voit puis, derrière. et puis voilà, oui, voilà, on voit quelque chose, ce truc là, voilà. Putain, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Alexandre qu'on n'a pas vu encore. Et non, tout à fait. Moi, j'ai vu la lumière, du coup, je suis rentré, principalement pour parler un petit peu de ma conférence, voir ce que j'allais présenter, si ça peut vous intéresser, et qu'ensuite vous puissiez venir. Moi, je fais de la génétique principalement. Je suis en master de génétique, du coup, forcément, bah, ça tournera autour de la génétique de la plante carnivore. C'est noté. Merci beaucoup. Alors, je vais faire un petit reminder sur l'EE. Je vais le faire à chaque fois, je pense. Donc, l'EE, c'est la grand-messe en gros des carnivores qui aura lieu cette année à Nancy. Ce sera, je reprends mes notes pour pas dire de bêtises, le 22, 23, 24 septembre au Jardin botanique de Nancy. Il y a pas mal de monde sur Facebook qui va y aller. Il y a de l'organisation. Si vous cherchez des choses, il y a Nathan qui a créé un groupe sur Facebook d'organisation pour y aller en covoiturage, en termes de logement aussi, je crois qu'il y a de l'organisation. Donc si c'est juste un souci de déplacement, n'hésitez pas, allez sur Facebook. Je crois que ça s'appelle Organisation EE 2023, quelque chose comme ça, vous allez retrouver le groupe. Et vous pouvez discuter avec des gens qui peuvent peut-être vous emmener, ou vous pouvez peut-être emmener des gens, ça peut être cool de découvrir de nouveaux passionnés par cet intermédiaire-là, quoi. J'ai un nouveau truc. Alexandre, tu vas à la salle. Épaule bien carrée te dit Hanoï. Ça y est, ça commence. C'est n'importe quoi. J'ai un autre truc à vous dire, c'est que j'ai... Yes, merci pour le groupe. J'ai un autre truc à vous dire, c'est que j'ai bossé. Je vous avais dit que j'étais en train de préparer, pour ceux qui le savent, une pièce chez moi qui était pas occupée. Donc je vais essayer de l'organiser pour faire des streams à partir de cette pièce. Parce que là, je suis dans un bureau, c'est pas pratique. Et en même temps, j'en ai profité pour développer un petit jeu. Alors, je vais le lancer ce soir. Je crois que non, je l'ai pas lancé, il faudra que je le lance. En fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit robot qui regarde ce qui se passe sur le chat. Et j'ai pris certains mots du dictionnaire qui sont liés aux plantes carnivores de près ou de loin. Et en l'occurrence, si jamais vous trouvez un de ces mots, alors je vous donnerai pas d'indice, hein, ce sera un peu du hasard. Il y a quelques termes techniques. Voilà. Les gens qui discutent beaucoup, ils ont plus de chance, évidemment, de trouver ces mots. Et il y aura des choses à gagner. J'ai pas installé encore l'interface, mais sachez que j'ai un afficheur de caisse automatique que je vais pouvoir incruster. Est-ce que je le ferai pas maintenant d'ailleurs? Excusez-moi, hein, je fais un petit peu de bricolage là, vite fait. C'est celle-là et c'est celle-là. J'en ai pas pour longtemps normalement. Si j'ajoute et ça, c'est une webcam en fait déportée. Est-ce qu'on va le voir avec la lumière? On va voir. J'essaye. Je fais OK. Hop. Je vais la mettre. C'est où? Désolé, hein, je teste des trucs en direct là, ça se fait pas trop. Hop. Je vais la mettre ici. Hop. Je mets au milieu comme ça dérange pas. Et si je fais ça, c'est bon. Yes, ça marche. Comme ça, c'est mon afficheur de caisse automatique qui est branché sur une webcam à côté. Et donc, si jamais il y a quelqu'un qui trouve un mot à un moment ou à un autre dans la discussion, eh ben, ça s'affichera et on affichera ce que la personne a gagné. Donc, il y a quelques Sarracenia, il y a des Pingicula, il y a des choses comme ça. Je pense pas que les mots sortent, mais si vous discutez beaucoup et que ça discute un petit peu technique, même végétal ou voilà, eh ben, ça devrait marcher. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, c'est un petit délire pour les prochaines Chicken Carny et voilà, les prochaines tables rondes.
dirons-nous? Écoutez, là c'est pas mal. On va peut-être attaquer directement avec le sujet principal qui est l'arrosage. Je vais poser quelques questions et ceux qui veulent répondre pourront répondre sans souci. Je voudrais juste qu'on commence d'abord par un petit peu définir quelles sont les eaux et l'origine de l'eau qu'on peut utiliser pour les plantes carnivores et est-ce qu'il y a des différences entre les plantes carnivores? Donc on sait que globalement l'eau de pluie, l'eau osmosée et l'eau déminéralisée, c'est des eaux qu'on utilise. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous dire la différence entre ces eaux-là? Qu'est-ce que c'est une eau osmosée? Qu'est-ce que c'est une eau déminéralisée? Bon, l'eau de pluie, je pense que tout le monde sait, mais je sais pas si quelqu'un veut répondre. Osmosée, déminéralisée? Alors, une eau osmosée, c'est une eau qui passe à travers une membrane grâce à la pression la pression de l'eau. Hein, donc l'eau est poussée à travers la membrane et la membrane empêche tout ce qui n'est pas H2O de passer, c'est un filtre quoi. C'est filtré, d'accord. En vérité, c'est un filtre et le filtre retient tout sauf l'eau. Le truc, c'est que suivant la pression qu'on a en entrée et la qualité de l'osmoseur, ça faut pas l'oublier, Ok. on a, on va dire, de l'eau de rejet. Donc ça peut aller d'un litre d'eau osmosée pour 5, 6, 7, 8, 10 litres d'eau de rejet. Plus on a de pression, généralement, mieux c'est. Ok. Une eau Je te propose. déminéralisée, Ouais, vas-y, je te laisse terminer sur la déminéralisée. Je pose la alors, question après. Vas-y. une eau déminéralisée, c'est une eau qui est passée à travers, on va dire, des résines, hein, qui anions et cations, et qui, on va dire, retiennent tout et laissent passer l'eau pure. La différence, c'est que ces résines, il faut, soit elles sont jetées directement, hein, soit il faut les recharger avec de la soude caustique et de l'acide chlorhydrique. D'accord. Procédé qui a été largement utilisé dans les magasins d'aquariophilie et choses comme ça, Ok. et qui n'est plus utilisé parce que c'est extrêmement dangereux. D'accord, ok. Bon, c'est bon à savoir. Voilà. Je connais parce que j'ai travaillé dedans et j'ai utilisé un déminéralisateur D'accord. et un osmoseur professionnel. Ok. Très bien. Voilà, j'ai encore Petit- des marques de brûlure. C'est D'accord. pour ça Ok. que c'est dangereux. Au moins comme ça c'est clair. Tu fais bien de prévenir. Voilà. Mais bon, Petite question. Ouais, vas-y. ça se trouve plus et c'est plus du tout utilisé. D'accord. Mais Ok. par contre, l'eau qui sort est réellement pure. D'accord. Il y a pas de, oui, il y a vraiment rien. Il reste rien du Rien. tout à l'intérieur. Enfin, sauf de l'eau. Rien. Si Clairement. les résines sont bien régénérées, oui, il n'y a rien du tout. D'accord. Je vais juste déplacer un tout petit peu la webcam. Excusez-moi, je fais un peu de ménage. Il y a des personnes qui posent souvent les questions sur. Je les mets juste là. On voit tout le monde. Trop techniquement. On pourra travailler un petit peu on pourra travailler un petit peu le sujet si tu veux. On va parler osmoseur dans la deuxième partie du truc, donc et on va y repasser en détail, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Question sur l'eau du puits. Alexis, est-ce que c'est un truc que tu conseilles? Est-ce que c'est conseillé d'utiliser du puits? Alors, personnellement, moi, dans ma région, en Alsace, l'eau est très calcaire, que ce soit l'eau des rivières ou l'eau du puits, elle est Ok, très très calcaire. Donc, ça dépend de votre région, mais je suppose que une eau qu'on extrait de la terre, elle sera de toute manière chargée en minéraux, ok, donc faut éviter. ok. C'est À éviter, même si suivant les régions, ça peut changer, mais plutôt à éviter. ouais, on évite. Il y avait la même question avec les eaux de rivière, mais bon, finalement, on en revient au même. Alors, les eaux de Ouais, rivière, oui, si c'est des eaux de rivière de montagne. Par exemple, dans ok, les Vosges, l'eau est pure. En fait, moi, je suis déjà allé avec un TDS mètre. J'ai mesuré la conductivité de l'eau. On est ok. proche de l'eau de pluie, en fait. D'accord, ok. Voilà, ça dépend. Pour les eaux de montagne, là, en général, on trouve des très bonnes eaux de très bonne qualité Ok, qu'on peut utiliser pour les carnivores. Et justement, les tourbières sont en général dans les montagnes, hein. Donc, ok. c'est pour ça que on trouve ces biotopes à ces niveaux-là.
Voilà. Ok, merci pour ta réponse. Alexandre, je vais te laisser de répondre si tu as la réponse aux autres questions. Sur l'eau du sèche-linge à condensation, sur le déshumidificateur, est-ce que c'est de l'eau qu'on peut récupérer ou est-ce que tu sais ou... Moi, j'avais entendu dire que ça récupérait un peu toutes les saloperies qu'il y avait dans l'air et que c'était pas forcément conseillé, notamment si tu utilises tout ce qui est parfum, tout ça, pour l'eau de la machine à laver enfin, machine à laver non, mais du sèche-linge. Tu peux retrouver des produits que tu as utilisés pendant le lavage, donc c'est pas forcément l'eau Une bonne idée, hein. Hmm. que je préconiserais. Il y aura Ok, des résidus ouais. Donc, ouais, à plutôt donc éviter. eau de pluie, ouais, à éviter. Donc eau de pluie, osmosée et déminéralisée, c'est vraiment le conseil qu'on donne. Sachant que le plus, c'est quand même le plus simple et le moins cher si vous pouvez la récupérer. Et que ça Ouais, ruisselle pas trop sur des matériaux étranges. Ça devrait aller. Écoutez, c'est parfait. Merci pour ces questions. Est-ce que vous voulez peut-être ajouter des choses sur les caractéristiques qu'il faut avoir sur une eau pour l'utiliser sur des carnivores et les valeurs qu'il faut éviter en termes de caractéristiques? Peut-être. En termes de conductivité, il faut être le plus proche de zéro. Plus elle se rapproche de zéro, mieux elle sera. Ça veut dire qu'il y a très peu de sels minéraux dissous dans l'eau, donc la D'accord. conductivité, moins tu as de sels minéraux dans l'eau, plus la valeur de conductivité sera basse. Donc Ok. en gros, si pour tester son eau, vous achetez un TDS mètre, ça coûte 10-15 euros, hein, on trouve ça assez facilement. Ok. Et si vous voulez contrôler votre eau, l'eau du robinet même, hein, parce qu'il y a des régions où l'eau du robinet peut être utilisée pour l'arrosage des carnivores, hein. C'est pour ça qu'il y a des régions où l'eau elle est très bien, hein. Par exemple, les eaux Ok. de montagne, en général, c'est de l'eau puisée dans les ruisseaux directement. Donc, c'est la même eau qu'on retrouve dans les deux cas. Je sais que Donc, Sébastien nous avait dit qu'en été, quand il est en galère de pluie, de temps en temps, il arrose à l'eau du robinet et c'est pas la fin du monde, quoi. Faut pas le faire tout le temps oui, en suivant où t'es, mais voilà, ça peut être c'est une ça. solution quand il y a vraiment plus rien, quoi. De toute manière, une carnivore, c'est simple. Si elle n'a pas d'eau, elle crève. Donc, Mm. mieux vaut mettre de l'eau du robinet si on n'a Même rien si elle est pas d'autre terrible, ouais. que rien du tout. Ouais. Il faut quand même pas oublier qu'une plante carnivore, avant d'être carnivore, c'était une plante. Donc, elle a quand même les besoins primaires, c'est pas nécessairement les insectes, c'est surtout l'eau, la lumière et voilà. Et les minéraux, elle les trouve dans les insectes, mais j'ai cru avoir lu quelque part qu'une plante pouvait survivre quand même pas mal de temps sans becter d'insectes. Mhm. Donc, Alors que ouais, sans eau, c'est pas longtemps, ouais. ça reste une plante avant tout, quoi. Ouais. Ah, Puis, disons qu'ils trouvent, parce que bon, tu prends les semis de certaines, que ce soit de Darlingtonia ou de Sarracenia, en premier lieu, ils n'ont pas d'urne. Donc ils sont bien obligés de trouver des éléments un petit peu dans le sol. La tourbe oui, leur fournit quand même un tout petit peu d'éléments. Oui. Mais bon, au bout d'un moment, ils sont obligés de piéger les insectes pour pouvoir pousser et croître correctement, quoi. oui, évidemment. Tac, excusez-moi, je vais faire une petite modif là, rapidement. Hop, filtre. Hop. Parce que. C'est bon. Je pense que c'est bon. Et c'est bon. Ok. Désolé pour cette petite modif. Ok, donc en termes de caractéristiques, on teste la conductivité pour trouver celle qui est la moins importante. Écoutez, je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur l'eau, je réfléchis un peu. Quelles sont les plantes peut-être les plus sensibles au manque d'eau et lesquelles supportent mieux le manque d'eau dans les carnivores? Est-ce qu'il y en a qui... Euh, les pinguiculats en hiver, Ouais, pas d'arrosage du tout. ok. Pas les pinguiculats mexicaines, attention, Hmm, précise, parce que les tempérés ont besoin toujours d'avoir un substrat humide. ok. Euh, Après, le drosophyllum est assez tolérant avec un peu de sécheresse. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, Drosera australienne. les droserae australiennes, ouais, les Ouais. pygmées. Ouais. Moi, je Mais sais que de les toute façon, Sarracénias ont pris cher là dans le jardin alors que elles n'ont pas eu d'eau pendant très longtemps, enfin pendant pas très longtemps.
Et ça s'est dégradé, mais ultra vite, quoi. Pourtant, il y avait, à la base, il y avait pas mal d'eau, mais avec la chaleur qu'il a fait. Bah, c'est des plantes qui ont déjà des très grandes feuilles, donc Mm. elles ont une très grosse surface d'évaporation et elles puisent énormément d'eau. Et ça, on le voit surtout, enfin, au printemps, quand il y a la pousse des urnes, ça consomme de l'eau à fond, alors qu'il fait pas C'est vrai. super chaud, hein. Mais c'est juste parce que les plantes, elles ont besoin de cette eau pour fabriquer les cellules et fabriquer la feuille, en fait. On le voit dans les bacs à l'extérieur. Moi, j'ai Mm. ouais, quelques bacs noirs. Bon, le noir, ça chauffe un peu, mais je sais que je mets. C'est des bacs qui doivent faire 60-60. Il y a une dizaine de pots, une quinzaine de pots. Je dois mettre, je sais pas, 2 ou 3 litres par jour au moins. Mm. Et en bas dans la cave, le plateau qui fait 1,20 m sur 60, où il y a les 200 pots de semis de Sarracenia, là, bah, je mets 3 litres par jour, quoi. Et le plateau, il fait 4 cm de haut, quoi. Tous les jours, je suis obligé de le remplir parce que c'est complètement vide, quoi. C'est Ouais, incroyable à la vitesse à laquelle ça consomme, quoi. C'est voilà, c'est pour ça qu'en été, quand il pleut pas, c'est un peu compliqué. oui. Vous Sinon, avez eu des galères d'eau, là, de sécheresse, ou ça va, vous avez réussi à gérer? Ah, bah moi, Pour l'instant, ça va. il pleut pas depuis un mois. Il y a une petite pluie cette nuit. Demain, prévoit 20 millimètres. On verra. Mais là, ça fait un mois que je tourne avec un osmoseur. Je fais 80 litres d'eau par jour Oh la vache. Ah oui, d'accord. pour être Là, c'est la galère. correct. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ok, donc ton osmoseur, il tourne toute la journée, quoi. Non, pas toute la journée. Quand Non. je rentre du travail, je l'allume Ok. et je fais 80 litres à peu près en 6 heures. Et voilà. D'accord, ok. Ah oui, quand même. Je vais dire bonsoir à qui? À Joridi, que j'ai vu pas mal sur les discussions chez Sébastien, je crois, sur Facebook. Il y a une histoire d'identification de plantes, je crois. Je crois que c'est toi, hein. Et à Noël, bah oui, la fameuse cave que je dois effectivement aménager. Celle-là, ça devrait bien se passer normalement bientôt. Bah écoutez, merci. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose sur l'eau? Peut-être des informations un petit peu plus spécifiques ou des expériences ou je sais pas, des tips? peut-être éventuellement faire gaffe au pH, mais Ok. c'est vraiment un facteur pas, qui est vraiment, vraiment moins regardé que la teneur en minéraux. Mais ouais, c'est vrai qu'une eau quand même assez basique, ça peut potentiellement altérer la croissance des plantes carnivores. Après, je suis pas sûr parce que j'ai jamais essayé, mais étant donné que le substrat est quand même relativement acide, peut-être que ça Mhm. peut contrer et rendre un peu neutre. Ça compense Donc, un peu, ouais. Att- juste vérifier, voilà, vite fait que. Ton eau, en fait, elle peut devenir basique si elle coule sur des surfaces style béton ou fibrociment ou ce genre de choses. Ok. Parce que ça va justement, ça va enlever Ça se charge, des ions quoi. Ouais. calcaires et tout ça. Ça va rendre une eau basique, quoi, hein. Le ciment, on sait très bien, c'est basique. De base, ça ronge. Euh, c'est pour ça que mieux vaut avoir un TDS mètre. Et en fait, si l'eau est pure, presque pure, Mhm. ben, ça veut dire que en ruisselant sur la surface où elle emporte très peu d'éléments avec elle, donc ton eau est potentiellement propre. Après, il faut éviter d'arroser avec une eau plein d'algues ou ce genre de choses, quoi. Après, Ouais. c'est le stockage, ça. Il faut éviter d'avoir des cuves plein soleil, des cuves blanches en plein Plus soleil. Idéalement, transparente, ouais. Ouais. voilà. Idéalement, des cuves, soit faut les couvrir, soit des cuves noires ou des tonneaux bleus qu'on peut trouver, voilà. Ouais. Protège de la Après, lumière. maintenant, il existe des bâches Oui, où tu peux couvrir entièrement oui, ta ouais. cuve. Et Ok. là, j'en ai deux sur enfin, j'ai deux bâches sur mes cuves. Et sincèrement, c'est pas mal, hein. Mhm. Oui. Ça vaut une quinzaine d'euros chez les Asiatiques. Et sincèrement, ça s'adapte super bien. Il y a le trou Mm. pour le bouchon en haut. Ah oui, Sincèrement, j'ai d'accord. été Ok. bluffé de la qualité. Ah oui, non, non, sincèrement, c'est très, très, très bien. Et ça vaut combien, tu dis? Et ça Une vaut une quinzaine quinzaine d'euros? d'euros. Ok, d'accord. Ok. C'est pour couvrir le bac d'un mètre cube, là. Vraiment 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, hein, c'est ça? Ouais. Voilà, alors Ouais. il existe pour les cuves de 1000 litres et pour les cuves de 600 litres. D'accord, ok. Voilà. Très En bien. sachant que les cuves de 600 litres sont très rares. Oui. Ouais, j'en ai jamais vu, je crois, de cette taille-là. Non, t'en vois très rarement. Ok. Bah écoutez, parfait. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voulez rajouter des choses? Si c'est bon pour vous, Moi, on peut. Ouais, moi je vas-y. dirais juste une chose, c'est que
je vois depuis des années les gens qui hurlent parce qu'ils n'ont pas d'eau. Moi, j'ai adopté un système, c'est que j'ai dimensionné mes réserves d'eau par rapport aux plantes que j'ai. Ok. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, je vais être franc, la canicule, je m'en fous. Je m'en fous parce que j'ai presque 10 000 litres d'eau de réserve. Ah ouais, d'accord, 10 mètres cubes, ok. Ouais, effectivement. Ah, après, il faut pouvoir l'installer. Enfin, Ouais, faut avoir la c'est place. c'est un Voilà. petit peu Alors, classé ça. je t'avouerai que j'en ai partout. Mm. J'ai des bacs j'ai mes bacs de Sarracenia qui sont sur les cuves, Mhm. mais j'en ai partout. C'est de la logistique, quoi. Voilà. Et tout est relié et dès que ça tombe, tout coule dans les cuves. Ok. Pas mal. Je suis un peu moins organisé que toi. J'ai deux récupérateurs de 220 mètres cubes, 220 litres. J'ai un bidon de 120 litres que j'ai acheté à l'arrache, que je remplis quand je peux et que je vide quand vraiment j'en ai besoin. Et après, j'ai dans la cave, parce que j'ai pas mal de trucs dans la cave, j'ai des espèces de jerrycans de 35 litres avec le robinet, là, truc pour les camping-cars. J'en ai deux ou trois. Et puis j'essaie de m'organiser avec ça. Mais putain, je balade des centaines de litres d'eau par semaine, quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein, quand on veut des plantes, hein. Faut se faire Ouais. un peu, quoi. C'est pas, c'est pas bien Après organisé. Ouais. pour tes bidons dans la cave, hein, il suffit juste d'un tuyau qui t'amène l'eau en bas, hein, C'est et puis vrai, c'est voilà. vrai, je pourrais faire un truc comme ça, ouais. Je m'en suis pas encore occupé, mais il Après, si tu faudrait. as envie de porter, tu portes, hein. Ouais, Moi, je suis c'est feignant. c'est jamais très pratique. Je pourrais mettre un truc qui permette effectivement de tout remplir automatiquement. Ce serait pas mal, mais bon, ouais, on va voir. Quand j'aurai installé l'espèce de stream, après on verra sur les plantes. Ok, bah écoutez, parfait. Je vais faire un petit tour des gens qui nous ont follow pendant qu'on n'était pas en live. Et je vous rappelle que quand même, tout le monde a droit à son petit ticket de caisse. Hop, je vais me remettre là. Je remercie Lucie85 de nous avoir follow. Merci beaucoup. Je remercie Miss Click. C'est des pseudos qui ont l'air féminins, si je ne dis pas de bêtises. Miss Click. Merci beaucoup. Et on a Diablesse40 qui nous a follow la semaine dernière. Merci à toi. On est à 72. J'ai mis un petit objectif à 100. Personne va à la jardinerie vider leur cube osmosé. Leur cuve osmosée? Ah, tu veux dire leur prendre leur eau osmosée, c'est ça? Je sais pas, ça se Voilà. fait encore Sauf ça? que, alors oui, il y a encore depuis avant la canicule de l'année dernière, si tu avais la carte de la jardinerie, bah, ton eau Ouais, était gratuite. ok. Maintenant, c'est fini. Ok. Et donc Ah, tu payes maintenant, ou il faut tu la peux plus en payer. avoir? Ça Ah, coûte maintenant, tu payes. Et tu payes combien? 10 à 20 Je sais pas. centimes le Ouais. litre. Je sais pas. 10 à 20 Mais centimes le litre. D'accord. le premier qui a fait ça, ça a été Truffaut, qui a mis l'eau payante. Et maintenant, Jardiland s'y est mis aussi. D'accord. Oui, bah du coup, ils vont pas. Oui, c'est sûr. Ok, ouais, c'est pas. D'accord. Du coup, Ça, les ça peut coûter cher Ouais, bah pour des ouais, je grosses me doute, ouais. quantités. 10 centimes le litre, c'est pas négligeable. Mieux vaut acheter son osmoseur, ça coûtera moins cher que d'aller à la jardinerie toutes les semaines pour remplir des bidons. Ça, C'est c'est ça. sûr que quand tu fais des graphes et que tu calcules un peu, au bout de 10 mois, ton osmoseur, il est largement rentabilisé. Même si tu l'as Clairement. payé un peu Et, cher. moi, j'ai pas truc énorme non plus parce que je suis dans un appartement avec un balcon de 3 mètres carrés et j'y entrepose mes plantes. Donc, mais c'est sûr que ça va être bien. Alors, oui. On va en parler de l'osmoseur dans la deuxième partie, un peu plus en détail. Je vais parler un petit peu du sondage, puisque cette semaine, donc Sébastien n'étant pas là, c'est Cyril qui va nous parler de d'Arlingtonia Californica. Et donc cette semaine, on a un nouveau sondage. Il y a eu déjà un vote. Alors comment je vais faire? Je fais ça. Je vais vous laisser quelques minutes, enfin quelques dizaines de secondes pour voter. Donc à la prochaine table ronde qui aura lieu en septembre, on repassera sans doute le sondage d'ici là, mais de quelle plante voulez-vous qu'on parle? Donc soit de Drosera filiformis, soit de Sarracenia leucophila, soit de Lyanphora pucella, soit de Nepenthes ampullaria, ou alors de Pingicula esseriana. Et pour voter, ça marche que sur Twitch. Je suis désolé pour les gens qui sont sur Facebook. Vous mettez point d'exclamation vote, espace, et le nom de la plante dont vous voulez qu'on parle la prochaine fois à la prochaine table ronde. Donc Filiformis, Leucophila, Pulcella, Ampullaria ou Esseriana. Voilà, c'est parfait, sachant que le sondage est valide évidemment même quand on n'est pas en ligne.
Je vais nous remettre tous ensemble. C'est parfait. Je vous ai parlé du sondage. Il y a des questions. Il y a Joe qui nous dit: «Oui, j'ai fait ça l'année dernière, j'ai vidé mes 3 jardineries, depuis c'est payant». Donc c'est à cause de toi qu'on paye l'eau, si j'ai bien compris. Bravo. Il y a un œil qui nous demande: «Mais c'est pas l'eau des poissons». Est-ce que ta question c'est est-ce qu'on peut utiliser de l'eau osmosée pour les poissons? Si c'est le cas, oui, si je dis pas de bêtises. Alors à la base, Ouais. oui, c'est les jardineries, enfin les jardineries, animaleries vendent de l'eau osmosée pour les gens qui ont des aquariums. Pour faire de l'eau de mer, en fait, tu utilises en général de l'eau osmosée, ou si tu dois modifier les paramètres de ton aquarium parce que le pH, la dureté est trop haute, donc il faut mettre autre chose, une eau sans minéraux en fait pour pouvoir faire bouger ces paramètres. Et à la base, l'eau osmosée sert à ça, et eux l'utilisent dans leur bac quand tu vois les aquariums dans les animaleries, ben, ils fabriquent l'eau avec leur unité d'osmose et ils en vendent en même temps. Ok. Double effet qu'est-ce que là. Attention, l'eau Ouais. salée, c'est plus de l'eau usée des bacs des poissons, parce que l'eau usée des bacs de poissons, les poissons je sais pas si c'est urine un poisson. Mais en tout Si, cas, si, c'est urine. ouais, en tout cas, Enfin, c'est plus compliqué que ça. ouais. Mais en tout cas, il défecte dedans et du coup, ça fait de l'eau qui est agrémentée en plein de choses et au final, c'est comme donner de l'eau du robinet. Donc non, non, l'eau osmosée qu'on recueille en jardinerie, c'est de l'eau qui a été filtrée via un osmoseur et c'est pas de l'eau des poissons. Je sais On pas est si d'accord. c'était ça la Pas question. d'eau. En fait, on peut interpréter le truc dans les deux sens, mais Oui. ma table de ronde me rend fou. Non, en fait, on va la refaire. L'eau osmosée, tu peux la fabriquer pour ensuite faire de l'eau pour les poissons, et tu peux l'utiliser Voilà. aussi pour tes plantes carnivores. Par contre, l'eau qui a été utilisée dans ton aquarium, qui a été souillée par tes poissons, celle-là, faut surtout pas l'utiliser pour tes carnivores, parce qu'elle est pleine de nutriments. Et du coup, Pour c'est les comme si tu légumes, engraissais. Voilà. Par contre, tu peux effectivement. Mais par contre, tu peux l'utiliser pour tes plantes d'appartement, pour mm, tes plantes, tes légumes potagers, et c'est un super engrais. oui, C'est Voilà. phénoménal. Donc pour tout, mais pas pour les carnivores. Et l'eau c'est ça. osmosée pure et brute, qui est celle qui sort d'un osmoseur, tu peux aussi l'utiliser, voilà, voilà, pour tes tomates exactement. Tu peux utiliser l'eau de déchets de tes poissons, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça va marcher très bien normalement. Bah écoutez, c'est bon pour ce sujet-là. On est presque dans les temps, c'est quand même incroyable. Je vais laisser la parole à Cyril qui va prendre le rôle de Sébastien ce mois-ci et va donc nous parler de Darlingtonia californica, qui est la plante que vous Ouais. avez sélectionnée le mois dernier et dont vous voulez les détails cette semaine. Je vais mettre en fond, alors je vais le faire tout de suite, les photos que tu m'as envoyées. Alors, je fais juste une capture de fenêtre. Pas pour longtemps. Hop, je les mets dans le bon sens. Ça, c'est bon. Hop. Alors, je suis désolé. Je vais te cacher, Alexis. Hop. C'est pas grave. Voilà. Et normalement, voilà, on voit la première photo. Bah écoute, je te laisse commencer. Et puis quand tu veux que je passe à la photo suivante, tu me dis, il n'y a pas de problème. Tu peux commenter en Alors même temps, il n'y a pas de. pour Alors, le l'instant, problème, on c'est voit que le moi, sondage encore, hein. On voit le sondage encore. Ouais. enfin, moi, je vois. Ah, ça y est, voilà. Ah, C'est ça y est, bon? je voyais pas la photo, c'est pour ça. Ok. Donc, alors, Normalement, c'est bon. on va parler de Darlingtonia californiae. Donc, faut savoir, c'est qu'elle a été nommée. Alors, je vais lire un petit texte que j'ai fait, hein, parce que je connais pas tout, surtout pour me rappeler. Elle a été nommée en l'honneur du botanique américain William Darlington. Voilà. Elle est originaire des montagnes d'Oregon et du nord de la Californie. Bon, tu peux faire défiler les images. Donc Ok. là, on voit ma main avec un Darlingtonia. Voilà. Donc la feuille pousse en faisant une rotation, hein, presque de 180 degrés. Hein. Et l'entrée du piège se situe en bas, à la différence des Sarracenia qui se situent en hauteur, en haut. Là, elle se situe en bas. Au niveau, le piège est pourvu de 2 moustaches. Là, c'est super, on la Voilà. voit très bien. Ça, Hein. voilà. Ok. Donc, c'est qu'il a fait, on va dire, appeler la plante cobra. Bon, après, c'est cobra oui et non, sachant que le cobra, sa langue, elle rentre et elle ressort pour sentir son environnement.
hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Voilà, c'est que le haut du piège est translucide, hein, ce qui permet aux insectes de ne pas voir en vérité le piège. Donc voilà. Que dire de plus on va parler des différents substrats, hein. Ouais. Donc Ok. il était communément ouais, vas-y. Allô? Ouais, tu m'entends? Tu Vas-y, vas-y. m'entends ou pas? Moi j'entends Ouais, je plus t'entends, ouais. rien. Si, si, c'est Ah, bon. là je t'entends. Vas-y. Donc, donc voilà, donc là on voit une fleur de Darlingtonia. Bah vas-y, tu peux les passer. Hop. Voilà, Normalement donc ça tu c'est dois fleur avoir non une fleur. Ça fécondée. c'est une fleur qui n'a pas été fécondée. Ok. Et après, on a la fleur fécondée Voilà. qui a perdu donc ses pétales autour. Normalement tu vas avoir. Ok. Et Voilà. après, Donc ça on se a les redresse un peu comme les sarracénias, hein. Ok. Et là, on voit la bog, hein, qui va mûrir, hein. Ça, c'est les photos de cette année, ça, Ok. hein. Donc là, on a un début de fleur. Ok. Parfait. On a bien Il y en passé a le une autre premier aussi d'ailleurs. avec un début de fleur. J'ai Donc ça oublié c'est de te chez dire. toi, c'est ça? Ah, toutes les photos sont de chez moi. D'accord. Toutes Parfait. les photos sont de chez moi. Je t'ai fait ça cet après-midi. Parfait, la classe. C'est tout frais. Voilà, toi, ça, c'en est encore une autre. Un petit peu de Ça, alors semis. par contre, ça, Ah c'est oui. des fleurs de l'année dernière, parce que là, en ce moment, j'en ai pas de fleurs. D'accord. Là, Ok. j'ai que des fleurs qui ont été fécondées. Donc ça, Ok. c'est des semis. Là, on va rester là-dessus. Donc, je vais parler un peu des substrats. Alors, il était communément qu'on n'utilisait que de la sphaigne, hein. Mais par contre, on peut aussi utiliser de la tourbe plus de la perlite. Il y en a qui le font, ça marche très bien. De la sphaigne, bien sûr morte, avec de la perlite. Et là, moi, en ce moment, j'ai beaucoup de plantes qui sont sur de la sphaigne et de la pierre ponce. Ok. C'est plus pour un truc économique. La pierre ponce, quand je change de substrat, je la récupère. Oui, pas la palette, c'est sûr. Parce que la pierre ponce étant une roche, et on va dire qu'elle ne se désagrège pas. Ok, tu la mets comme ça, tu la nettoies pas, tu y a pas de. Euh, Ah si, si, la pierre ponce, il faut la nettoyer, hein, parce que si Ok. quelqu'un a déjà vu comment les sacs de pierre ponce commençaient, sur 30 kg de pierre ponce, vous avez 10 kg de poussière. Ouais, au fond, d'accord. Donc faut la nettoyer. Ok. En plus, ça peut être très abrasif pour les racines, donc c'est pas l'idéal. D'accord. En parlant des racines, les racines sont extrêmement fragiles pour les Darlingtonia. Extrêmement, hein. Les pièges, on va dire, c'est un piège quand même, un piège de Sarracenia. Les racines de Darlingtonia, il faut absolument éviter d'y toucher, les tripoter. Il faut surtout pas y toucher quand il fait chaud. Ça veut dire que là, en ce moment, si on vous propose la vente de Darlingtonia par correspondance, bah, vous laissez parce que de toute façon, votre plante, elle va crever. D'accord. Hein, crevera de chaud et voilà. Ok. On va parler de la qualité de Ouais. l'eau. Une Darlingtonia, vu son milieu d'origine, a besoin d'une très bonne qualité d'eau. Il faut surtout éviter les eaux stagnantes, hein, où du moment où vous bougez les pots, que ça sent l'œuf pourri, commencez à vous inquiéter, vous avez un début de fermentation, c'est pas l'idéal. Ok. Euh, Avec Sébastien, Sébastien a mis en place un système de circulation d'eau, hein, et il a vu une très bonne amélioration. D'accord. Et moi j'ai fait la même chose et c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Il y a un autre souci, c'est qu'au niveau des racines, il peut y avoir un développement bactérien dans une eau qui est stagnante. Et là, ça peut vous tuer la plante très, très rapidement. D'accord. Surtout quand l'eau atteint une température au-dessus de 25 degrés. Voilà. Ok. Hein. Voilà, donc là, on voit des petits semis, hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la Darlingtonia, il y a deux modes de multiplication, entre guillemets. Ok. Hein. Il y a le semis, comme on voit là, qui est très long. Ok. En sachant que moi, ils sont cultivés 365 jours dehors, D'accord. hein. Donc, elles grandissent comme dans le milieu naturel, hein, avec de la patience.
la photo qu'on voit, c'est un Darlingtonia Otello issu de culture in vitro. D'accord. Et sur le côté gauche en bas, on voit le début d'une urne, une vraie urne en formation. Voilà, tu peux passer. Ok. Ensuite, tac, ça c'était les racines que tu voulais me montrer, je crois. Vas-y. Attends, un petit décalage. Ouais, il y a C'est un bon petit pour toi? décalage. Non. Ah, voilà. Si, attends, je la Alors remets là. Non, c'est ça, bon. attends. Ouais, non, c'est bon. Donc ça, c'est un stolon. C'est l'autre mode, on va dire, de reproduction d'une Darlingtonia. C'est un stolon. Donc la plante va lancer des stolons, surtout au printemps D'accord. et en sortie d'hiver et va permettre pour coloniser l'espace qui est autour d'elle. D'accord. Hop. Je mets la photo suivante. Et on va dire c'est un moyen de multiplication beaucoup plus rapide, sachant qu'en l'espace d'une année, vous avez presque une plante, je dirais pas adulte, mais qui a de bonne taille, alors qu'un SMI, il faut quelques années. Clairement. Donc là, normalement, bon, si on regarde en plein écran, ça c'est un rejet d'Othello, de Ouais. Darlingtonia Othello, pour montrer, on va dire, les racines et la plante qui est toujours accrochée. Hop, je continue un petit peu. Voilà. Et ça, la plante me l'a fait en même pas 2 mois. D'accord, ok. Pour en avoir fait un peu sous l'aide en intérieur, là, ça fait 1 an et demi, elles sont pas grandes, hein. Donc c'est vrai que par semis, ça a l'air compliqué, quoi. Voilà, là c'est une petite urne Euh, qui les sort feuilles. Elles sont pour vraiment montrer la magnifiques, hein, ces plantes. rotation de l'eau. Je te mets un petit peu des semis rouges. Est-ce que tu peux nous dire si c'est une plante compliquée? Est-ce que tu la conseilles aux débutants? Est-ce qu'il faut se lancer? Est-ce qu'il faut attendre un peu d'être qualifié en carnivore pour cultiver ça? Alors moi, quand je me suis lancé, j'y connaissais que dalle, avec Ok, très très peu. Et j'ai appris en observant la plante, hein. J'ai mis pratiquement 1 an à trouver leur place, d'accord. hein, et maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'elles sont à la maison. Ok, c'est des plantes qu'on voit pas beaucoup, C'est, mais c'est vrai qu'elles sont bah, magnifiques. le problème, c'est que ce sont des plantes oui, qui sont magnifiques, mais qui, on va dire, ne donnent pas forcément le droit à l'erreur. Donc là, on parle de manque d'eau. Une Darlingtonia qui Ouais, manque d'eau, elle meurt. d'accord. Une Darlingtonia qui prend un coup de chaud, elle meurt. Donc lancez-vous, mais soyez précautionneux et regardez bien Voilà, les voilà, conditions. et on va dire, voilà, et renseignez-vous bien et prenez le temps parce que voilà, c'est une plante très intéressante. Ça Donc vaut le là, coup. en photo, c'est un SMI de la maison, hein, qui est né à la maison, hein. Donc il est très joli, il est tout rouge, hein, sauf que maintenant il est tout vert. D'accord. Hein. Les Darlingtonia, ils ont aussi la particularité, c'est que quand ils sont juvéniles, ils peuvent prendre une couleur rouge et essentiellement en automne, voire en début de printemps. Et là, celui-là, il a 3 ans, hein, et pendant 3 ans, Ah il est oui, resté rouge. Et au bout de la 3e année, il m'a fait une magnifique urne adulte, parce que là, on peut dire que c'est des urnes juvéniles, parce que c'est des urnes qui rasent le sol. d'accord. Les urnes adultes ont tendance à être dressées. Et la première urne dressée qu'il m'a fait, elle était d'un beau vert. Et à l'heure actuelle, le Darlingtonia qui est presque adulte, qui vient de cette photo-là, est vert. D'accord. Bah, tu vois, je me posais la question parce à la maison, sous l'aide, c'est rouge. Et pour l'instant, effectivement, c'est des urnes qui sont sur le sol, quoi. Il n'y a vraiment pas de viande qui, Ouais. pour l'instant, pousse en hauteur. Ok. Et c'est à partir de quel âge que tu commences à avoir des urnes Oula, ouais, ça peut être 3 ans, 4 ans, 5 ans, ok. tout dépend des conditions de culture. C'est une plante qui demande de la patience, quoi. Oui, ah, j'ai beaucoup appris la patience avec cette Je plante. veux bien te croire. On met quelques photos que tu nous as envoyées. Voilà. Un petit peu de face. Hop. Celle-là, elle est vraiment magnifique. Et donc, bah écoute, je pense que c'est. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire, peut-être? Je sais pas ce que tu veux rajouter, si tu as fait le tour. J'allais un peu parler
on va dire au niveau des graines, Ok, au niveau de la reproduction par les graines, c'est une plante, enfin ce sont des graines qui demandent une stratification. ok, Hein, moi je sais que j'ai des très très bons résultats en les passant au frigo, hein, sur tourbe très humide, hein. J'utilise la méthode d'un pépiniériste qui cultive énormément de carnivores aux États-Unis, hein. d'accord. Et c'est moi, enfin lui conseille 60 jours au frigo. Moi, vu que mes plantes passent leur vie dehors, moi je les laisse 4 mois au frigo et je les sors au mois de mars. 4 mois, d'accord. Voilà. Et Après, en dans la termes de nature, germination, tu as un bon taux de germination ou c'est compliqué? alors moi, les graines, je les sème graine par graine dans des boîtes. D'accord, Donc il y a 25 graines par boîte. ok, Donc tout dépend de la variété. Enfin, tout ok. dépend du lieu de collecte. Et Si les je graines sont sais que fraîches sur et tout les ça. miennes, là, voilà, je sais que sur les miennes, là celle qui est en photo, j'ai presque 100% de germination. Ah oui, ok, effectivement, ouais. Ah, c'est pas mal du tout, ouais. Moins qu'on puisse dire. Après, ce sont des graines qu'il ne faut pas manipuler à la main. Ok, Hein, quand on a des graines de Darlingtonia dans la main, c'est plein de petits poils. Et apparemment, la pellicule grasse qu'on a sur les mains se colle dessus et empêche la germination ou il y a quelque chose qui se passe. d'accord, Hein, bah, c'est bon j'avais à fait le savoir. test, j'avais fait le test sur un lot de graines, hein, où je les ai carrément frottées. J'ai peut-être eu 3-4 graines qui ont germé, c'est tout. D'accord, ah oui. Ok, c'est un vrai impact très important, quoi. D'accord. Voilà. Après, on va dire, j'aurais parlé qu'il existe soi-disant des cultivars. Hein, bon, à part l'Othello, qui est très connu, et qui est réellement un cultivar. Après, je crois que je t'avais mis des photos. Alors, je, Et là, celui qui est en photo n'est pas un Othello. je sais plus lequel c'était. Attends. Celui-là, c'est un Othello. Je l'ai noté Othello en tout cas. Hop. Non. Celui-là, peut-être non. Attends. Vas-y, continue. Il y a un décalage, donc c'est pas évident. Alors là où on voit ma main juste avant, non. Alors ça, c'est un Othello. Ok. Donc Alors je dois celui-là. te dire Ok. que voilà, Ok. ça c'en est un aussi. Ça, c'est un Othello. D'accord. Et je voulais revenir aussi sur le fait que beaucoup de gens les cultivent en serre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Darlingtonia, on va dire quand il est césure en adulte, il n'est pas forcément adaptable. C'est-à-dire qu'il n'aime pas les changements de conditions. D'accord. Moi, j'ai reçu un Othello qui était élevé sous serre. J'ai mis 2 ans à avoir une urne. Ah oui, ok. Voilà. Hein, alors que j'en ai D'accord. un autre que j'ai récupéré l'année dernière, qui pousse très très bien. Et j'ai remarqué ça sur on va dire que d'autres cultivars. Voilà. Ok. C'est bon à savoir. Voilà, voilà. Eh ben, écoute, parfait. Est-ce que tu as d'autres petites Après, questions pour après nous? ça Ouais, ne vas-y. reste, ça ne reste, ça ne reste que mon expérience personnelle. Bien sûr. Oui, une dernière chose. Ouais. Là, depuis quelques temps, voire 2-3 ans, on commence à parler d'une roche qui s'appelle la serpentine, qui est une roche qu'on trouve naturellement dans le biotope du Darlingtonia. Euh, Est-ce que ça apporte réellement quelque chose au niveau de la croissance et choses comme ça? Je ne pense pas. Ok. Euh, Vu que c'est une roche qui contient de l'amiante et qui quand même c'est toxique, Ouais. alors là, encore une fois, ça n'engage que moi, hein. Ça pourrait apporter, on va dire, une certaine protection au niveau racinaire en, je dirais pas en stérilisant le milieu, mais en empêchant certains développements bactériens. D'accord. Ok. Après, c'est encore une réflexion de ma part et pas une idée.
C'est une piste potentielle, quoi. absolue, quoi. Ok. Voilà, Ok, c'est ok. une piste potentielle. Ça va. Eh ben, écoute, tu nous diras ce qu'il en est de tes découvertes avec de la serpentine, hein, donc c'est ça. Ok. C'est noté. Ben, écoute, c'est parfait. Je pense qu'on va pouvoir hop, passer à la suite. Je remets tout le monde. Merci pour ton travail sur les Darlingtonia. J'espère que dans le chat, ça vous a donné envie d'essayer, parce que c'est une plante qu'on voit pas souvent, qui fait peut-être un petit peu peur, mais finalement, avec les bonnes conditions et puis les bonnes infos, on y arrive. Alors, Qui il faut Anzels, surtout les ouais, bonnes vas-y. infos. Il faut surtout les bonnes infos, voilà. Bon, vous les avez dans la table ronde, c'est Voilà. parfait. Anzels, Évitez de les acheter évitez de les acheter en jardinerie. ok, plutôt auprès d'amateurs et de professionnels, de producteurs, quoi. C'est noté, vous en trouverez de toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai tout loupé à Anzels, bah écoute, tu verras le replay, mais c'est pas fini, hein, t'inquiète pas, on est qu'à la moitié de la table ronde. Bienvenue à toi. Sam, bienvenue à toi. Je vois qu'on est 9, c'est cool. Bah écoutez, merci de nous suivre, hein, c'est parfait. On continue notre dernière table ronde avant l'été. Donc petit break, je rappelle, hein, pour pas de conférence et pas de table ronde pendant juillet et août. Mais il y aura peut-être un chill con carni avec l'ami Arthur, on verra. On aura peut-être quelques invités aussi, c'est possible. Merci Cyril pour cette définition du Darlingtonia. Je vais remettre un petit coup le sondage pour les prochaines plantes que vous voulez voir expliquées dans une prochaine table ronde. Donc ce mois-ci, vous avez 5 possibilités, soit la Drosera filiformis, soit la Sarracenia leucophila, soit l'Elianthora pucella, Nepenthes ampullaria ou Pingicula esseriana. Donc pour voter, ça marche que sur Twitch. Je suis désolé pour les gens qui sont sur Facebook. Et ben dans le chat, vous écrivez point d'exclamation vote, espace, et puis le nom de la plante que vous voulez voir expliquer la prochaine fois. Pour l'instant, on a 2 votes pour Ampullaria, un vote pour Filiformis, et c'est pas fini. Je vous laisse évidemment quelques secondes pour voter. Vous pouvez voter évidemment même quand on n'est pas en ligne. Bah écoutez, on est 12 sur Twitch. Parfait, bienvenue à ceux qui nous rejoignent seulement maintenant. On a déjà fait un petit peu le tour de notre sujet principal qui était l'eau. Je pense qu'on va pouvoir passer à la deuxième partie. Attendez, je reprends rapidement notre storyboard. Ouais, la plante du mois. Est-ce qu'on peut... Ouais, on va passer à la deuxième partie du sujet principal qui vont être donc les osmoseurs. Je vais nous remettre tous les 4. Ça se frite entre Ampullaria et Filiformis là. Sébastien va avoir du travail à la rentrée. Peut-être 2 plantes, on ne sait pas. Donc on va passer sur les osmoseurs. Cyril t'en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc l'osmosée, c'est donc, on vous l'a dit, des 3 types d'eau qui peuvent être utilisés pour les carnivores avec l'eau de pluie et l'eau déminéralisée. Est-ce que tu peux rapidement, Cyril, nous réexpliquer rapidement comment marche un osmoseur, si c'est facile à utiliser, quel prix ça coûte, enfin voilà, une petite définition pour les gens qui ne savent pas comment ça marche. Alors, oui, facile d'utilisation, oui, il faut juste respecter les branchements, hein. Vous avez une arrivée d'eau et vous avez 2 sorties d'eau, donc une sortie d'eau de rejet et une sortie d'eau osmosée. Normalement, c'est bien indiqué, hein. C'est une filtre, enfin, on va dire que oui, un osmoseur, c'est un filtre, hein, c'est un filtre mécanique, c'est-à-dire que la membrane, on va dire, va retenir tous les sels minéraux et tout ce qu'on ne veut pas et va laisser passer l'eau pure. Généralement, un osmoseur est composé de 3 parties. Un filtre, D'accord. un pré-filtre, un filtre charbon et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 éléments au début, que ce soit le pré-filtre et filtre charbon, il faut les changer. D'accord. Donc, moi, à l'époque, il existait 2 types de membranes d'osmoseur. Maintenant, je crois que c'est qu'une seule membrane, et je crois que c'est une membrane qui est sensible au chlore. Donc, si jamais vous loupez le changement de votre filtre à charbon actif, et que du chlore pénètre sur la membrane, votre membrane est morte. D'accord. Voilà. Normalement, c'est le fabricant vous indique la quantité d'eau la quantité d'eau maximum que le pré-filtre ou le filtre charbon peut filtrer, et il faut les changer à ce moment-là.
Après, il faut savoir, c'est qu'un osmoseur fonctionne, c'est un filtre passif, donc il fonctionne avec la pression d'eau. Plus vous avez de pression d'eau, meilleure est la filtration. Donc, plus vous aurez, moins vous avez de pression, plus vous aurez d'eau de rejet et D'accord. moins d'eau osmosée. Ok. C'est pour ça que maintenant, sur les osmoseurs, on va dire milieu de gamme, vous avez ce qu'on appelle pompe booster. Donc, c'est des pompes qui vous augmentent la pression d'eau et vous améliorent la quantité d'eau osmosée Le rendement, quoi. En fait. Ok. produite par l'osmoseur. Ok. Vous J'ai mis une avez, petite. si Vas-y. vous avez une pression d'eau faible et, euh, et un osmoseur sans pompe, vous allez facilement arriver à 1 litre d'eau osmosée pour 4 ou 5 litres d'eau de rejet, quoi. D'accord. Donc quand tu dis eau de rejet, on l'utilise comment cette eau? On peut l'utiliser ou. Bah, oui, tu peux l'utiliser pour arroser tes plantes, tu peux Ok. l'utiliser pour ce que tu veux, hein. C'est pas, vu la dilution qu'il y a, c'est pas très important. À moins d'habiter dans une région qui est pourrie de nitrate, où là, ta concentration en nitrate va un petit peu augmenter. Mais sinon, c'est pas, c'est pas dangereux en soi, quoi. Ok. Attendez, je vais juste en profiter. Tu Hop. auras un osmoseur avec un osmoseur avec un gros rendement. Moi, quand je travaillais en animalerie, on avait un osmoseur qui produisait presque 1 litre d'osmosée pour 0,5 litre d'eau de rejet. Ok. Là, oui, l'eau de rejet était très chargée. D'accord. Ok. Je vais remercier Joe Reddy qui nous follow. Merci beaucoup. Ça a imprimé un petit ticket de caisse. Merci à toi de nous suivre. Hop. C'est parfait. Alexis, tu m'as dit que oui, tout à l'heure tu nous as dit que tu utilisais énormément d'eau osmosée. Qu'est-ce que tu utilises comme osmoseur? Est-ce que tu peux nous donner peut-être des noms de marques, des Euh, modèles, une idée du volume, ce genre de choses pour un peu orienter les gens peut-être? oui, alors, bon, moi je l'ai acheté sur le site Aquastore. Ok, C'est un osmoseur de 65 GPD, ça s'appelle. C'est une unité en fait, c'est la taille de la membrane. En fait, plus cette valeur sera haute, plus potentiellement l'osmoseur va avoir de rendement et de débit. En gros, moi avec mon osmoseur, si je l'allume 24 heures, dans des conditions idéales, je tourne à 300 litres d'eau par jour. Je peux produire 300 litres d'eau osmosée par jour. osmosée. D'accord. Et t'en rejettes Osmosée. et de l'eau que tu Je rejettes. suis à peu près à 1 litre d'osmosée pour 2 litres 5 à 3 litres d'eau de rejet. C'est Parce que c'est un un 2 rendement pour moins. 3 à peu D'accord. près. Ok. C'est ce qu'on trouve en Après, général dans le commerce, c'est ça? À peu près. c'est un osmoseur Oui. que j'ai payé. En fait, je l'ai acheté à la base. C'était en tant que sécurité, et enfin un élément de secours quand j'ai plus D'accord, d'eau. ok. Ça fait 2 ans maintenant que j'utilise. Je l'avais depuis déjà, ça fait 4 ans que je l'avais acheté, hein, mais là, c'est la deuxième année qui tourne. Et en fait, moi, ce que je fais, je contrôle juste l'eau qui sort avant de. À chaque fois que je crée 80 litres, je mets mon TDS dans l'eau, je regarde, c'est bon, l'eau elle est bonne. Hop, c'est que l'osmoseur il est encore bon, hein. La seule façon de voir si l'eau est bonne, en fait, c'est ça, hein, c'est de contrôler régulièrement. Parce que c'est pas parce que sur le filtre il y a écrit l'osmoseur peut faire peut filtrer 1000 litres d'eau que c'est Ouais, le cas. Si ok. votre eau elle est super saturée dans votre région, ben, peut-être que 500 litres, enfin, ça sera fini. Ou d'autres régions, ben, vous pourrez faire 3000, 4000 litres sans souci. Ça dépend de l'eau qui sort de votre robinet, la dureté de la minéralisation de l'eau de l'eau qui sort du robinet et aussi de la pression, justement, comme l'a dit Cyril, la pression, plus il y a de pression, plus la membrane va être efficace en fait. Et un osmoseur, il faut savoir qu'il faut éviter à ce que la membrane sèche. Donc en intersaison, par exemple, euh, il faut toujours avoir de l'eau dedans. Il ne faut pas que la membrane sèche parce qu'en fait, tout ce qui est éléments minéraux qui auraient été filtrés, ils risquent de colmater la membrane. Et donc l'année suivante, vous allumez votre osmoseur et hop, ben, l'eau en fait ne sort plus. Le rendement devient très mauvais. Vous allez faire 1 litre d'eau osmosée pour 6-7 litres d'eau de rejet parce que la membrane est tellement colmatée par les minéraux en fait D'accord. que l'eau ne passe plus. Après, moi, l'osmoseur que j'ai acheté, je l'ai payé à l'époque 45 euros, je pense. Ok. Mais ça m'a bien sorti des galères. Et là, je cherche un osmoseur un peu plus puissant, enfin, avec une membrane plus grande pour produire plus rapidement de l'eau
et aussi avoir une plus longue longévité. Plus la membrane sera grande, plus la longévité de la membrane est grande aussi. En général, c'est comme ça. Donc, on va dire un bon osmoseur peut tenir quelques années. Ça doit coûter dans les 100 euros. Vous trouvez des trucs déjà très corrects, hein. Il n'y a pas besoin de mettre 300, 400, 1000 euros dans un osmoseur, hein. Ouais, ok. Franchement, ça sert à rien. Les Si vous osmoseurs à l'entretenez 100, bien, normalement, et que vous l'humidifiez suffisamment et que vous le gardez en bonne condition, ouais, c'est on va ça. pouvoir. Ok. Et donc, on peut changer les cartouches, je suppose, de Oui, l'osmoseur alors en le, fonction le de. problème des osmoseurs, c'est que maintenant, moi, si je veux changer mes cartouches d'osmose, hein, les 3 membranes, en fait, ça me coûte un osmoseur neuf. Plus cher Donc, que. le plus Oui, d'accord. simple, c'est Oui, ça d'acheter n'a pas de sens. l'osmoseur Oui. neuf. C'est un peu bête, hein, c'est pas écolo, mais Écologiquement, c'est pas terrible. alors mieux vaut acheter quelque chose de neuf. Vous avez Ouais. des nouveaux tuyaux, des nouvelles connectiques, les joints sont neufs. Donc voilà, c'est un peu Ah. bête C'est comme que pour les les filtres, imprimantes, quoi. c'est ça. Ok. Bah, Ach- ach- ouais. surtout quand vous achetez ou changez la membrane, moi j'avais regardé, hein, je crois qu'une membrane ça valait une cinquantaine d'euros et un osmoseur complet ça valait 60. Voilà, Ouais, c'est c'est ça. exactement Donc, ça. ça n'a pas de Donc Par mieux sens. vaut contre, par acheter un contre, neuf. Ok. voilà, par contre un conseil, quand vous achetez un osmoseur, prenez en même temps un pré-filtre et un filtre charbon. Oui, mais ça, de Ok. toute façon, tu les as Comme d'office, ça, en logiquement. plus. Non mais en plus. Oui, en Comme plus. ça, ça vous évite. Généralement, ça permet d'avoir les frais de port gratuits. Oui. Et Ah oui. comme ça, après, on est tranquille, quoi. Ok. Alexandre, je te laisse un peu. Je sais pas si tu utilises, toi, pour tes données d'un osmoseur ou pas, si tu l'as déjà utilisé, si c'est une de tes solutions de secours. Alors moi, je suis obligé d'utiliser un osmoseur étant donné que je suis en appartement, j'ai pas accès au toit et j'ai pas accès à l'eau qui est évacuée du toit. D'accord? Donc, ouais, je suis obligé d'utiliser un osmoseur. Après, je n'y connais pas plus que ça en osmoseur. J'ai fait confiance à mon fournisseur. Je l'ai Ok. acheté dans une petite boutique au Mans pour quand même un peu cher finalement parce que c'était un milieu de gamme et du coup j'ai dû acheter une pompe qui allait avec donc ça m'a fait un total de 200 euros. Ok. Euh, je l'ai depuis que je suis installé donc ça va faire 3 4 ans Ok. et pour le moment j'ai aucun souci. J'ai un ppm qui est largement suffisant avec je crois moins d'une vingtaine de ppm. Ok. Mhm. Donc, D'accord. euh, C'est comme donc ça que tu vérifies que l'osmoseur va bien et qu'il fait son taf, quoi. C'est la seule ouais, solution, en fait. Il n'y a pas d'autre solution de Oui. vérifier que. Ok. non. Ça marche. Donc, osmoseur plus testeur de C pour savoir si le truc est toujours en bon état. Parfait. Donc moi j'en ai un aussi, j'en ai acheté un il y a 2 ans. Je l'ai mal stocké, donc suite au conseil de Cyril du mois dernier, je me suis dit que j'allais en acheter un autre parce qu'il a dû sécher dans le garage. Donc voilà, on en apprend tous les jours. Ah, Après, Euh, après un moyen de le conserver, ton ouais, osmoseur, hein, tu le mets dans l'eau, hein. tu laisses dans l'eau comme une boîte noire. Ouais. Mhm. Ouais. Oui. Ok, ok, bah, c'est une bonne idée. Bah, oui. Pourquoi t'emmerder? Tu, tu- Ouais, tu c'est prends, vrai. tu prends un bidon, tu le fous dans l'eau. Tu le mets dedans, ouais. Après, tu évites de mettre l'arrivée d'eau dans l'eau parce qu'il peut toujours y avoir des particules qui rentrent et choses comme ça. Hmm. Ben après, tu le fous dans l'eau, hein, c'est du Ok, plastique. ok. Oui, oui, de Ça toute bouge pas, façon, hein. ouais. Ok. Après, en soi, moi, j'ai stocké tout l'hiver à la cave. J'ai juste débranché, mais je l'ai pas vidé ou quoi que ce soit. J'ai mis les tuyaux vers le haut. Donc, il y avait toujours de l'eau. Quand je l'ai Ok. déplacé, j'entendais l'eau dedans, quoi. Donc, ça n'a pas séché, quoi, pendant l'hiver. D'accord. Après, je l'ai laissé à la cave. Il fait frais dans la cave, donc voilà. Et en fait, au début, j'ai juste vu au début, quand je l'ai relancé, la valeur en ppm était un peu plus haute. Et en fait, au bout de 2 heures, ben, elle était de nouveau retombée à ce que je voulais, quoi. Donc, Ok. c'est juste au début, le temps que ça Après, Le temps de après, débranger. se... euh, après, normalement, maintenant, sur les osmoseurs, au niveau de l'eau de sortie, il doit y avoir un restricteur de Oui, débit. oui, Alors, et pour prolonger l'osmoseur, il faut le débrancher et le laisser tourner 1 heure. Comme ça, il y a un phénomène de lavement qui se fait. d'accord. Là, Moi, je savais pas. voilà.
Ok, Oui, bah, c'est pas dit par les non, fabricants, hein, sinon, mais sinon, Totalement. si tu enlèves le restricteur et ouais, enfin le réducteur de Mhm. débit, et ça te lave un peu la membrane. D'accord. C'est fait aussi surtout que si tu as pas beaucoup de débit en entrée, Mhm. ça t'augmente légèrement la Oui. pression d'eau, donc ça force l'eau à passer par la membrane. Mais en Ok. enlevant ce réducteur pendant 1 heure, ça le nettoie un petit peu. Ok, Voilà. C'est c'est noté. bon à savoir. Bah écoutez, on a dit hein, que c'était assez facile, ça se branche sur l'eau et ça produit de l'eau. Donc je pense que ça, tout le monde est capable de le faire. En termes de prix, on est pour les premiers prix, si j'ai bien compris, entre 40 et 70 euros quoi, pour les modèles un peu So- sérieux pour faire un peu de volume. 70 euros, tu as déjà un petit truc assez sympathique. Ouais. D'accord. Voilà, bon, faut un petit peu de pression d'eau quand Voilà, même. c'est ça, Après, ça dépend d'où tu es. voilà. Après, moi, je sais que j'ai fait des tests parce que bon, j'ai une parcelle où je fais des légumes, hein, potager, et j'ai des plantes qui. Et en arrosage, on est sur un forage avec pompe de relevage et tout. Ok. On a essayé un osmoseur, j'ai 7 barres de pression en sortie. Ok. C'est impressionnant le débit. C'est beaucoup, ouais. Je Ah, crois mais que les- 7 dans barres, c'est un les, peu trop, hein. je crois que dans les tuyaux, Non, ça passe. les tuyaux d'eau publique, c'est 3 barres, je crois, hein, si je dis pas de Oui, bêtises. c'est ça. Ouais, mais, Ok. 4 là, barres. il y a beaucoup. Il y a Ok. énormément. 7 barres, c'est pas mal, ouais. Et je suis à 1 pour 1. Ah oui, ah oui, d'accord. On avait Ok. essayé l'osmoseur d'un copain et on est à 1 pour 1. Ok. Ouais, effectivement, la pression a une grosse influence, donc, du coup. De Oui. toute manière, quand vous achetez un osmoseur, c'est simple, il y a écrit les conditions idéales pour l'utilisation de Ok. l'osmoseur. En général, tous les osmoseurs sont les mêmes, hein. Mais moi, par exemple, il me dit je produis 300 litres d'eau par jour. Je produis 300 litres d'eau par jour. J'ai les Ok. conditions Mm. optimales pour cet osmoseur. Ok. Ça marche. Après, Ouais. on peut augmenter la durée de vie d'un osmoseur et la production. Ah, c'est un peu plus compliqué. On peut utiliser des pastilles de sel, D'accord. hein, comme c'était un adoucisseur d'eau à l'époque, hein. Le gros souci, c'est que l'eau de rejet, tu peux absolument pas t'en servir parce qu'elle est Ah, elle est blindée de sel. Par contre, Ah ça, au oui. niveau efficacité, c'est assez phénoménal. Ok. C'est un double tranchant, ouais. Ok. Généralement, dans les jardineries, c'est ce qu'ils ont, hein. Ils ont des gros osmoseurs professionnels avec des cuves de sel pour De sel, ouais. adoucisseur. Et, c'est pour ça aussi qu'ils arrivent à produire autant d'eau. mhm. Ok. Donc, la membrane est protégée par les sels. D'accord. Est-ce que sur le chat, il y a des gens qui utilisent un osmoseur? Peut-être que vous avez des modèles à conseiller, à déconseiller? Est-ce que vous, d'ailleurs, messieurs, vous avez des marques à conseiller? Spécifiquement, non. J'en ai, Ouais, les marques que j'ai connues n'existent plus. Donc, D'accord. Moi, j'en utilise. C'est mon premier osmoseur, donc je peux pas. Je sais que enfin, celui que j'ai, j'en suis content, il fait le taf. Ok. Après, je vais essayer de trouver quelque chose d'un peu plus puissant, peut-être de la même marque. En tout cas, je l'ai acheté sur le site Aquastore, Ok. qui est un site d'aquariophilie, et ma foi, ça a l'air pas trop mal. non, le site est pas mal. Il faut bien regarder les avis des Oui. acheteurs. Et bon, Mhm. ça donne une petite indication, quoi. Ouais. D'accord. Ok. Parfait. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour des osmoseurs. On peut peut-être passer au sujet de la porte ouverte chez Sébastien. C'est Alexis qui va nous Yes. parler de ça. Est-ce que tu peux nous donner les dates, les horaires, les infos, tout ce qu'il Oui, ça faut? va être assez Ah rapide, bah, hein, mais c'est je vais samedi faire prochain. une petite. Alors déjà, les portes ouvertes, ça c'est exotique, donc c'est Sébastien Jolot qui fait porte ouverte chez lui dans ses serres. Donc il se situe à Baccarat. Baccarat, c'est en Meurthe-et-Moselle, donc à l'est de la France. Et pour les horaires, en gros, c'est de 10 h à midi et de 14 h à 18 h. Donc ces serres sont sympas à visiter. Moi j'étais déjà, je connais, hein, mais j'y serai sur place. Et puis ouais, il a une belle collection, il a beaucoup de plantes à proposer, donc vous pouvez acheter sur place directement des plantes, hein, donc qui est pas mal. Et voilà, parler avec les gens qui sont sur place, parler à Sébastien, faire des rencontres, et puis voilà, c'est une journée conviviale.
Et c'est ce samedi, c'est le 24. Voilà. Donc, Donc si vous êtes dans 10h le midi, coin, ouais. voilà, 10h midi et 14h à 18h. Donc c'est gratuit, hein, évidemment. Oui, oui, Vous y c'est allez gratuit, comme ouais, il y a pas évidemment. d'entrée, hein, c'est vous venez, puis après il a fait un Parfois, groupe, hein, je vais le linker dans le chat. ouais, vas-y. J'ai Voilà. vu passer une Il a- vidéo, yes. J'ai vu passer une vidéo de 2 minutes de lui disant effectivement qu'il annonçait ses portes ouvertes. Voilà, donc si vous êtes dans le coin, vous ne savez pas quoi faire samedi, ben, vous pouvez faire un N'hésitez tour chez pas, lui. il y a beaucoup, beaucoup de plantes à voir et à acheter potentiellement. Et Donc, il a bah, des choses assez atypiques, hein, qu'on ne trouve pas chez les autres producteurs de plantes. Il a des stylidiums, des choses comme ça qui il a sont tout sympas. sauf des pentesses. Voilà. Ouais, C'est le bilan de sa vidéo sur ses portes ouvertes. Merci c'est ça. beaucoup. Donc samedi prochain, merci Alexis pour ces Ah, infos. samedi, ouais, qui arrive Ouais. cette semaine. Donc n'hésitez pas. Il a un TPE. Est-ce qu'il a un terminal de paiement électronique, Sébastien? Alors Ah, là, je ne sais pas. je crois Tu qu'Anna, peux, il tu va peux venir avec payer sa par carte. PayPal. Voilà. Tu peux payer par PayPal. Bon, ben voilà. Oui, par Mais PayPal. après, je sais pas. Non, ça m'étonnerait qu'il ait un TP, Que Sébastien. du cash. Ouais, PayPal, c'est pas Ah, mal je sais aussi, pas. ouais. Je sais pas, Attends, c'est quoi. il a une boutique pour ses légumes. Ah oui, peut-être que. Ouais, c'est vrai qu'il peut avoir un C'est vrai que TPE, ouais. Sébastien, il est maraîcher aussi, hein. C'est ça, hein. Oui, Il fait pas Ah que de la oui, carnivore, oui, il ça fait marche. aussi. Voilà. Ah. Donc, voilà. Y a pas de souci avec ça. Merci pour ces portes ouvertes. Je vais faire rapidement la promo. Excusez-moi, je récupère ces infos. Je vais faire la promo de la conférence de Laurent Hugo qui donc aura lieu. Je reprends ça. Qui aura lieu donc mercredi prochain à 21h. Ce seront les dernières conférences avant l'été. Donc à 21h, Laurent Hugo, qui est la personne qui nous a fait déjà une première partie sur les Drosera, il fera donc sa deuxième partie. Donc la deuxième conférence qui est consacrée aux Drosera, il parlera du fonctionnement de ces plantes, il parlera des manières de les multiplier, il expliquera comment lui il a monté sa collection, il donnera des tips, etc. Donc je vous invite à suivre cette conférence mercredi prochain, 21h. Évidemment, comme d'habitude, je serai en live un petit peu avant si vous voulez qu'on discute sur Twitch. Je vais laisser Alexandre nous parler, nous faire un petit résumé, nous parler, nous mettre l'eau à la bouche sur sa conférence sur les Dionnées qui aura lieu donc juste après celle de Laurent. Celle de Laurent durera un quart d'heure, 20 minutes. Celle d'Alexandre va durer autour d'une heure avec les questions et le débrief. De quoi tu vas nous parler, Alexandre, exactement la semaine prochaine? Je vais vous parler de la plante carnivore dans son ensemble et envoyer sur Facebook euh, un diapo pour que je puisse montrer quelques images. Je ne sais pas si tu peux le présenter sur le live. Si tu veux, ouais, tu veux que je me connecte à ton profil? Comment tu veux que je me... Je sais pas, Tu veux que j'affiche? je voulais afficher mon diapo, mais Alors je attends, crois ce que que je peux faire, si c'est possible, c'est juste que dans la table ronde, je vais... Vas-y, fais ton partage d'écran et je vais enlever mon écran à moi. On devrait se retrouver... Il devrait y avoir 4 écrans normalement. Là, ça a coupé un peu, Alexis. Si tu fais ton partage d'écran, normalement, il faut que je clique sur voir, je crois, voir le stream. Euh, Est-ce que c'est... Voilà, c'est ça, en direct. Yes. Regardez le stream. Plop. Et si je me mets comme ça, ça peut y arriver. Voilà. Et que je me mets ici en plein écran. Ici en plein écran. Et voilà. Normalement, c'est bon. On a perdu Alexis, désolé. C'est pas grave. Mais bon, on va te retrouver après. Attends, mais non, en fait, il faut juste que j'enlève la mienne. Si je fais ça, on va te revoir. Est-ce que tu veux? Non. Non, tu dois être de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Je laisse comme ça. Je te laisse nous expliquer un petit peu ta conf et nous donner envie de la regarder la semaine prochaine. ouais. Donc moi, ce que je fais en fait, c'est une description générale de la plante carnivore parce que je cultive des plantes
depuis un petit bout de temps. Et en fait, je me suis spécialisé dans les bionnées déjà parce que c'est vachement intéressant finalement comme plante. Et aussi, ça prend pas beaucoup d'espace. Et comme vous pouvez le voir sur 3 mètres carrés, c'est assez pratique à organiser. Du coup, ma conférence, elle va se présenter en 3 parties. Donc une première partie avec l'introduction, une présentation générale, un petit peu d'historique, la morphologie, les cultivars et parfois des justifications de leur prix, parce que c'est vrai qu'il y a des plantes qu'on peut trouver à des prix assez élevés. L'alimentation ainsi que l'environnement. Donc j'ai prélevé certains petits articles pour montrer un peu que en fait la dionée n'est pas la seule plante carnivore et aussi montrer un peu que elle a évolué et qu'elle a des ancêtres communs en fait finalement. Et ensuite, deuxième partie, ce sera notamment la culture et la reproduction. Donc, comment de manière générale euh, on cultive la plante carnivore et moi, comment j'ai apprivoisé cette plante carnivore, comment euh, j'ai échoué à certains niveaux, je m'en suis relevé, euh, et certains phénomènes aussi que j'ai pu observer. Donc, on parlera de l'importance du substrat ainsi que de l'eau, euh, de la taille du pot et le pot en lui-même, ainsi que de l'importance du soleil et de la température. D'accord. Et enfin, finalement, ce sera une ouverture vers ma deuxième conférence qui sera cette fois-ci un petit peu plus scientifique où là, j'aimerais parler de la génétique de la plante carnivore et surtout de comment la plante carnivore arrive à refermer ses mâchoires, parce qu'en fait, c'est tout un système de... Enfin, c'est un influx calcique, en fait, qui il va faire que la plante va se fermer. En fait, on va avoir un signal de fermeture, on va avoir un système d'osmose. J'essaie de prendre un pointeur, même si je pense pas qu'on voit grand-chose. Ouais, si on le voit. Ah, Ouais. peut-être que si je dessine, hop. Donc, vous allez avoir, hop, comme ça, le lobe de la plante carnivore avec ses magnifiques dents qui nécessitent de l'orthodontie. Sur cette partie-là, donc qui est la partie inférieure, en fait, toutes les cellules elles vont se décharger en eau et l'eau, en fait, elle va migrer vers la partie basale de la plante. Et à la partie basale, en fait, on va avoir un phénomène d'osmose où les cellules vont prendre en volume. Et en fait, c'est ce changement en volume qui va permettre à la plante de se refermer. Donc le signal, c'est le calcium. Et l'intégration du signal, c'est ce phénomène d'osmose qui ensuite même mène à la fermeture du piège. Et je trouve ça vraiment fascinant, c'est un truc de fou. Et, et voilà, phylogénétiquement, il faut que je vois si c'est la même chose pour les Aldrovanda, parce que ce sont aussi des pièges actifs. Et aussi voir si on a ça chez la Drosera, parce que ce sont des pièges semi-actifs. Ok. Et voilà. Et ensuite, il y a d'autres articles scientifiques que je n'ai pas encore eu le temps de lire. J'ai trouvé une vingtaine d'articles scientifiques Ok. publiés. Là, je suis en train de lire, donc un petit peu de promo, c'est pas bien, mais Vas-y, vas-y. de lire le livre de Bailey et McPherson, où en fait, il y a pas mal de références bibliographiques qui datent du XXe siècle, donc c'est quand même vieux, mais pour le moment, on n'a rien fait de mieux. Donc, je vais me documenter un peu sur ça pour voir ce qui a été observé et essayer d'en tirer des conclusions avec la vue scientifique qu'on a au XXIe siècle. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des prérequis pour les gens qui vont suivre ou les débutants qui ont acheté que leur Dionée en jardinerie peuvent suivre aussi? Non, non, ils pourront suivre aussi. Je vais essayer. C'est mieux si on a quelques bases biologiques, Ok. mais je vais quand même essayer de faire un gros travail j'ai plus le mot, de, Vulgarisation. ouais, de vulgarisation. Ouais.
Ça Donc, marche. par exemple, on va parler de potentiel d'action. Je vais expliquer ce qu'est le potentiel Ok. d'action, qu'est-ce qu'est le phénomène d'osmose. Je vais expliquer ce qu'est un veine, un locus, un allèle. Je vais expliquer toutes ces choses-là. Donc, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Et puis, je mettrai des petits rappels sur les coins des diapos. Donc, normalement, je devrais aller assez lentement pour que ce soit compréhensible. Et puis, de toute façon, je ne vais pas aller dans le détail du détail. Si Ok. jamais je veux aller dans le détail du détail, je mettrai les références des articles en fin de diapositive. Éventuellement, je pourrais partager ma diapositive. Je mettrai un QR code que les gens pourront scanner. Ok. Qui Parfait. dirigera vers tous les articles que j'ai pu lire. Et voilà. Mais je vais essayer de faire en sorte que ce soit le plus accessible possible. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup. J'espère que ça vous aura donné envie de regarder sa conférence. Alors, comment je mets juste en place. Voilà. Je fais. Excusez-moi, je remets mon écran. Ça, normalement, c'est bon. Non, pas du tout. C'est bon comme ça. Ok. Ça marche pas si mal. Je vois qu'on a Laurent qui nous a rejoint et qui a voté pour Ampularia. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Laurent Hugo hein, qui se cache derrière ce pseudo de Lorenzo. Et donc, c'est lui qui fera donc la conférence sur les Drosera dont je vous ai parlé. Mercredi prochain, 21h. Et à 21h30, c'est donc Alexandre qui nous parlera des Dionnées en détail, donc, comme ce qu'il vient de nous expliquer. Messieurs, je vous propose qu'on passe rapidement à la dernière sous-partie de notre sujet principal sur l'eau. On va parler des pots. Alors, on va faire assez générique, je crois, mais ça permet quand même à tous les gens qui n'ont pas l'habitude de se faire une bonne idée de quel pot il faut utiliser. En termes de forme, est-ce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux utiliser? En termes de... Est-ce qu'il vaut mieux des pots plus larges que hauts, plus hauts que larges? Et pour quelle plante? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan sur les Sarracenia, Drosera, Dionée et Pingicula en gros? Qu'est-ce qu'on utilise? Je commence. Ouais, Alors moi vas-y. Ouais. perso, je préfère utiliser du pot carré. D'accord. Pourquoi? Pour une optimisation de place, premièrement. Dans les bacs, ça permet de ne pas avoir de jour. Parce que moi, j'utilise des grands bacs où je mets plein de pots, hein, une trentaine, quarantaine, cinquantaine de pots l'un à Ok. côté de l'autre. Afin d'optimiser la place. Ça protège l'eau du soleil, donc ça évite un peu l'évaporation. Ça évite des algues, parce que bon, de l'eau qui stagne, à un moment, ça fait des algues, hein, il n'y a pas photo. Euh, et puis, c'est plus pratique, c'est plus esthétique, je trouve, dans un pot carré. Après, en termes de taille, ça dépend de la plante. Les Ok. Sarracenia vont aimer des pots hauts, 15 D'accord. cm de hauteur. Après, en largeur, ça, on s'en fout un petit peu. C'est tant que le rhizome il a de la place. Voilà. Plutôt des Mais pour pots les pour les rosiers, quoi. pour Si arroser je peux. pour les Voilà, ouais. Sarracenia, Ouais. ouais, c'est idéal. Parce que ça fait quand même des racines assez longues. Dans des petits pots, en fait, les racines vont vite sortir Ouais. et se balader dans le bac. Donc mieux vaut que les racines soient dans du substrat que à même l'eau. Voilà. Après, Ok. pour les Drosera, j'ai remarqué, alors ça c'est mon expérience à moi, mais que dans des pots trop hauts, les Drosera, en fait, elles ont du mal. Il faut mieux des pots, des petits pots. Je trouve qu'elles s'épanouissent mieux. J'avais des filiformis dans un pot qui faisait 20 cm de haut, très Ok. large, et en fait, j'ai perdu la potée. Alors que D'accord. tous mes filiformis que j'ai dans des petits pots de 8 x 8, eh ben, ceux-là, ils vont au top, ils pètent le feu. Ok. Mais je ne sais pas si c'est le filiformis en soi qui n'a pas apprécié d'être dans ce pot-là. Mais j'ai remarqué que les Drosera dans des petits pots poussent beaucoup mieux que dans des gros pots. Même quand j'ai des Drosera qui poussent dans les pots des Sarracenia, ils sont moins beaux, moins vigoureux que quand ils sont Ok. dans des petits pots. Alors est-ce que c'est peut-être parce que le pot il chauffe plus, donc les plantes, Hmm. les Drosera aiment la chaleur, hein. Donc est-ce que ça les C'est aide? les boosts, ouais. Voilà, ça les booste. Après, sinon, après, c'est une question d'esthétique, hein. Si vous voulez des pots ronds, vous pouvez utiliser des pots ronds. Mais moi, ça me permet d'optimiser ma place, d'éviter un peu l'évaporation, les algues aussi.
Ok. Voilà. Après, on peut faire aussi dans des gros bacs, hein, des jardinières, des choses comme ça. Donc ça, ce sera le côté esthétique. Donc dans des très gros pots ronds, on peut faire des belles choses, hein, voilà. Et dans des pots, on va dire, de culture où on va mettre des plantes une à côté de l'autre, enfin, qui seront étiquetées, voilà, bien différenciées. Mieux vaut utiliser personnellement des pots carrés. Tout carré. Voilà. Cyril, toi, tu cultives quoi dans quel type de pot? Alors, moi, je cite, alors, pour les Sarracenia, alors, pour toutes les Sarracenia, sauf les Purpurea, j'utilise des pots carrés. Ça va pour les semis que je repique à l'unité avec des pots de 5 cm, carrés de 5 cm, 7 cm, et après je passe à plus grand. Ok. Je trouve ça très bien, des pots assez hauts, hein, j'ai des godets de 7 cm par 10 cm de haut. J'en reviens, hein, pour les racines, c'est fantastique, hein, les racines ont de la place, peuvent s'étaler, peuvent bien s'ancrer. Mhm. Hein, sachant que moi, ils sont cultivés dehors à plein vent, donc il faut que la plante s'ancre. Et puis voilà. Pour les purpurea, je les cultive en pot rond. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'avec des pots carrés, faut des énormes pots pour que le purpurea prenne sa place. Ok. Alors qu'avec un pot rond, c'est plus pratique. Voilà. Ok. Après, pour les Darlingtonia, c'est des pots carrés blancs, surtout pour éviter que le pot chauffe des couleurs, D'accord. que le pot noir chauffe. Hein. Et là, je pense qu'en automne, je vais passer directement dans des seaux blancs de 10 litres, parce que quand je vois le prix des pots blancs de cette taille-là, ça coûte une blinde. Et Ouais, il y en a vu pas que j'ai beaucoup. accès à des seaux blancs gratuits, je pense ils vont passer là-dedans. Ils vont bien ça là. Ok, merci. Voilà. Alexandre, toi, tes Dionnées, elles sont dans quoi? Exactement. Moi, mes données, elles sont dans des pots qui font 8-8-7. Donc, c'est des pots carrés, ils font 8 cm carrés. Et ensuite, en hauteur, je suis à 7 cm. D'accord. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, le niveau d'eau, il était vachement important. Et que je pouvais pas me permettre d'avoir des pots trop hauts. euh, Parce qu'en fait, j'arrivais pas à atteindre correctement les trois quarts du pot au niveau de l'eau. Et D'accord. en fait, contacter la croissance de mes plantes. Mais sinon, ouais, j'utilise des pots qui sont pas très grands pour les guenilles parce que c'est contre-productif. Un gros pot, je vais l'expliquer dans ma conférence. Ok. Les plantes grandissent pas bien et au final, si jamais on veut sauver une petite plante, il vaut mieux la mettre dans un petit pot qui Ok. fait. Moi, j'utilise des petits pots qui font 5-5-5, donc 5 cm au cube. Euh, et un surfaçage en sphaigne et elle se développe nettement mieux que dans un gros pot. Après, je sais pas si vous avez vu, j'ai un gros Rosera regia aussi au fond. Lui, je le cultive dans un pot qui est quand même relativement haut. Il doit faire une vingtaine de centimètres de haut. Ok. Euh, et il est circulaire et je pense que la circularité du pot, elle est pas mal importante avec Regia parce qu'il a tendance à faire un peu comme les Darlingtoniens, c'est-à-dire à étendre ses racines sur le bord du pot. En tout cas, moi, D'accord. c'est ce que j'ai observé chez moi. Euh, et du coup, je pense que c'est un avantage, c'est un avantage d'utiliser un pot rond plutôt qu'un pot carré. Et sinon, pour mes sarracenia, pot carré relativement haut. Ok. Très bien. Moi, j'avais fait un petit test. J'avais acheté quelques pots différents. J'avais acheté du 4-4-4, 5-5-5. J'avais acheté des pots un peu plus hauts qui faisaient 8 de haut et 4 de côté pour des boutures de Sarracenia. Et je me suis rendu compte. Alors, les petits pots, comment dire, ça pousse aussi bien dans des petits. Les plantes sont aussi hautes dans des petits pots que dans des pots un peu plus gros. C'est-à-dire que dans du 5-5-5, je vais avoir des plantes qui font la même taille que celles qui sont dans des pots de 10 par 10 par 10. Ça sèche un peu plus vite dans les petits pots. Et le problème, je trouve, c'est dès que tu commences à mettre de l'eau et que le pot est trop léger, ça flotte.
Et du coup, si les plantes sont pas bien tenues, les petits pots, c'est pas pratique. C'est pratique pour mettre plein de plantes au même endroit. Il n'y a pas de problème, j'ai un plateau qui fait 120 sur 60 pour les semis de Sarracenia que j'ai fait. Il y a 210 pots à l'intérieur. Donc je sais que ces plantes-là, elles vont rester dans des tout petits pots pendant 1 ou 2 ans, ça posera pas de problème. Parce que j'ai pas beaucoup de hauteur d'eau, mais sur des grands bacs, et quand on veut tout de suite monter à 90% ou 100% de la hauteur du pot, quand le pot est pas très grand, et ben ça a tendance à flotter et la plante, si elle n'est pas bien tenue, elle se casse un peu la gueule. Donc c'est un peu, je pense qu'il faut trouver un bon compromis, quoi. Je pense que sur les Sarracenia, la taille du pot, du moment qu'il y a de l'eau, compte pas énormément. Après, j'ai fait beaucoup d'hybrides et de choses un peu solides, alors je sais pas si c'est lié à ça, mais voilà. J'ai l'impression que le pot, il sert juste à tenir la plante et que ce serait juste dans l'eau, ça poserait pas de souci. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, les Sarracenia, ils sont assez tolérants à ça. Après, je veux juste revenir par rapport aux Drosera. J'ai dit avant Ouais, que les Drosera dans les pots hauts, j'ai eu des mauvaises expériences. Mais je viens de penser, c'est vrai que j'ai des Drosera, genre les Drosera binata. ouais, Ceux-là, en fait, c'est simple. Le pot, faut qu'il soit proportionnel à la plante, tout simplement. Un pot, un Drosera binata, le dichotoma, ça fait des fourches de 40 centimètres. Le truc, il fait 60-70 centimètres de haut. Enfin, il prend beaucoup de place. ouais. Mon pied mère, il est dans un pot qui fait 30 centimètres de haut sur 20 par 20. Et il se plaît à fond parce que les racines sont très charnues, vont tout au fond du pot, puisent l'eau facilement. Et je pense que c'est aussi par rapport au système racinaire de certaines Drosera qu'il faut adapter son pot. Par exemple, D'accord. des Drosera intermedia ou rotundifolia dans un pot trop haut, elles ont tendance à avoir des racines très fines, ces Drosera, très fines et qui restent souvent en surface en fait. Ça plonge pas trop au fond des pots, ça je l'ai remarqué. Alors Ok. que du Drosera capensis, par exemple, ça fait des racines très très charnues. Dans des gros pots, ça passe bien. Et le Binata, par exemple, le Regia aussi, hein, effectivement, c'est mieux dans un pot haut. Et c'est vrai que le fait d'avoir un pot rond, j'avais pas pensé à ça, mais moi, le mien est dans un pot carré. Et c'est vrai il pousse, mais il est pas génial. Je vais peut-être essayer de le passer dans un pot rond, peut-être que ça va le booster. Ça peut jouer, je pense. Ok, je C'est pensais une pas, bonne mais remarque. ok. Mais À moi, tu côté. vois, mon Regia, je pense que c'est surtout parce que je le biffonne comme un Darlingtonia. Ah, C'est-à-dire que j'avais lu sur le forum Carnivoras qu'en fait, les racines, elles étaient super sensibles à la chaleur. oui, aussi, ouais. Et en fait, ça, je l'ai vu parce que, bon, j'aurais pu montrer une photo, mais j'ai la flemme d'aller la chercher. Mais en fait, quand je l'ai dépoté, enfin, quand je vais rempoter ma plante, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait toutes les racines, mais vraiment, genre 80% des racines qui s'étaient planquées là où il n'y avait pas de soleil, là où le pot n'était pas Mhm. à du soleil. À la Et fraîcheur. elles étaient à l'interstice entre le substrat et le pot. Mhm. Et du coup, je ne sais pas si c'est parce qu'elles sont à la recherche d'oxygène, parce que mon substrat n'est pas assez oxygéné, ou si c'est parce qu'il y a un courant d'air et ça les rafraîchit. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que dans un poron, en fait, les racines elles vont tendance à parcourir le pot comme ça, en fait, de Mhm. manière semi-circulaire, et ensuite elles vont se réfugier à l'endroit le plus frais du pot. Ouais. Ok. Bon, intéressant comme discussion. Faudra creuser un peu ça, mais déjà ça donne des bonnes pistes, hein. Je pensais vraiment pas que peut-être que ce soit rond ou carré, ça a une telle importance. Bah, écoutez, Et ça après, la peut. matière, Ouais. hein, Ouais, on est justement, bien j'allais en parler. d'accord. Alors, pour la plupart des plantes, ce sera un pot en plastique. Ok. Voilà, parce que c'est neutre. Et après, pour certaines plantes, on peut utiliser des pots en terre cuite, mais des pots neufs. Alors voilà. On n'a pas mis des géraniums ou je sais pas quoi à l'époque. Faut un pot neuf qui n'est pas accumulé de sels minéraux. Et après, ça peut s'utiliser. Ben, moi, pour le drosophyllum, par exemple, je l'utilise. Ok. Mon seul pied de Darlingtonia, je l'ai en pot terre cuite Ok. avec Svein perlite, avec surfaçage Svein vivante. Et donc, la terre cuite a tendance en fait à rafraîchir le substrat par évaporation. Quand on touche un pot en terre cuite plein soleil, il sera beaucoup plus frais qu'un pot en plastique.
D'accord. S'il y a deux pôles l'un à côté de l'autre, hein, c'est radical, hein, la température il y a une différence de 10 degrés, hein, sur les pôles. Ok, d'accord, à ce moment-là. Et donc j'essaye cette technique-là parce que voilà, je connais des gens qui font ça, ça fonctionne relativement bien. Donc j'essaye. Après, le Darlingtonia, j'ai un peu du mal, donc c'est pour ça que j'essaye plusieurs choses Ok, jusqu'à je pense. trouver la bonne chose. Ouais, j'ai Mais fait un pour test. l'instant, il pousse. J'ai fait un test avec des pots neufs, avec des Sarracenia hybrides que j'avais à l'intérieur, que j'ai mis dehors. Mhm. Effectivement, là, ça fait 6 mois et ça pousse bien. Alors, comme c'est des pots qui étaient dans la maison dans laquelle je suis et qui n'étaient pas à moi, je sais pas s'ils ont Mhm. déjà été utilisés ou pas. Il y en a un qui avait Oui. l'air neuf, mais est-ce que c'est le cas? J'en sais rien. Donc, j'en ai 3 petits là. Ça pousse. Pour l'instant, j'ai pas de trucs délétères. Voilà. On va voir. Donc, terre cuite, c'est possible, mais faites attention à ce que les nutriments et les minéraux se soient pas accumulés et ils viennent se relarguer dans votre pauvre plante carnivore, quoi. C'est ça. Est-ce que vous avez utilisé des pots d'autres types, les pots géotextiles, ce genre de choses, un peu, les choses un peu ésotériques? Non? Il y a les poules, les Les AirPods, c'est ça? AirPods, AirPods. je sais que Dorian en a parlé dans sa conf sur Dionée. Pour Lui, il pour les, utilise ça pour ses NEP. ouais, les Nepenthes et je crois même les Éléphora, bah, ça permet d'avoir une bonne aération au niveau racinaire. Ouais. Et les plantes, elles aiment ça, hein, parce que les plantes, faut savoir, elles respirent, hein. Et donc, elles ont besoin d'avoir un substrat aéré, quoi. Et ça aide bien. Après, est-ce que pour des Sarracenia ou d'autres plantes, ça marche? Je ne sais pas. C'est quand même des pots qui coûtent relativement cher, donc Alors, j'ai faut... essayé moi avec une bouture de NEP et je pense que j'ai pas arrosé suffisamment ni brumisé. Il y avait de l'eau en bas. Ah, Mais mhm. ça a fini par sécher et finalement j'ai abandonné. Mais j'essaierai sur les Elianphora parce que ça m'intrigue et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont leurs Elianphora en AirPod et je pense que ça vaut le coup d'essayer, quoi. Ouais. Ou sinon, il y a les C'est une piste. Popagnies aussi qu'on peut parler. Alors Pour ouais, tout ce qui est utriculaire ou les stylidiums, certains stylidiums, les Popagnies, en fait, dès que la plante elle a tendance je vais à mettre une photo. proliférer en tapis, euh, ça, vous mettez votre substrat idéalement. Bon, la tourbe, le pot panier, si vous mettez ça dans l'eau, ça a tendance à sortir. Il faut prendre de l'asphène. L'asphène, c'est comme c'est fibreux, ça va tenir. Mais par exemple, moi j'ai un stylidium Devil dans un pot panier. Bah, en fait, le pot panier, on le voit même plus. Il est rempli de stylidium, quoi, Oui, et ça d'accord. sort de tous les côtés. Et esthétiquement, c'est super joli. Pour tout ce qui est utriculaire, ça marche aussi. Tous les utriculaires terrestres, enfin, même les aquatiques, enfin semi-aquatiques, vous pouvez utiliser ça, ça marche très bien. Voilà. Donc Et c'est les ce Nepenthes genre. aussi, Ouais. hein. Pot panier pour Nepenthes, ça marche aussi, hein. Moi, j'ai quelques Nepenthes en pot panier, ça marche nickel. Donc pour ceux qui voudraient savoir, ça ressemble à ça. Ouais, c'est dommage, on l'a pas en plein écran Des là, je suis pots désolé. de bassin, en fait, pour les bassins en général. Voilà, je vais essayer d'agrandir un peu l'image, je sais pas si je peux. Je Euh, viens voilà, de, sur les bras. de projet pour Rome, pour Regia. Fais gaffe parce que je suis en train de repenser qu'en fait, des Regia, il y en a de deux sortes. Il y a des Regia de plaine et des Regia qui sont un peu Highland. Et je sais que les Regia qui sont un peu Highland, ils sont difficiles en conditions de plaine. Donc peut-être que ton problème vient de là en fait. Bah, en fait, moi, mon Regia, l'hiver, il fait comme un hibernacle. En Mhm. gros, en automne, tout commence à sécher, il reste plus que le bourgeon central. Et ça stagne comme ça. Alors, je le mets à la cave, hein, il est sous l'aide à la cave. D'autres plantes continuent à pousser, mais lui, il reste en repos. Et dès qu'il commence à faire un peu plus chaud, hop, il redémarre. Ouais, ouais bah, il me fait vachement penser à un Regia d'altitude. Après, franchement, je sais pas du tout la souche que j'ai. Ouais, ben le mien il fait pas d'hivernacle donc au pire, Ouais. si tu veux bien aider la communauté scientifique et la communauté des plantes carnivores, moi j'ai pas la place, mais si tu veux, je peux t'envoyer un Regia que j'ai moi et tu compares un peu avec les mêmes conditions climatiques des deux sortes que tu as, histoire de voir si c'est vraiment le pot carré qui pose un problème ou Ou si. si c'est la souche. Ouais, Bah ouais, hein, pourquoi pas.
Y a On a pas- un test qui se dessine en direct. C'est cool. Parfait. Bah, écoutez, merci. Je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur les pots. Moi, j'avais fait imprimer en 3D des pots pour les Sarracenia, là. C'est des espèces de pots rectangulaires sur lesquels j'ai fait faire des trous sur les côtés. Et par contre, il n'y a pas de trou en dessous, donc il est fermé. C'est pratique parce que le pot a tendance à pas trop flotter. Et on voit bien les racines qui se développent. Et dès que ça sort, on peut les dépoter facilement. On voit la densité de racines. Bon. J'ai encore une remarque. Il y a des gens Allez. qui aiment bien, qui aimeraient faire des jardinières ou même des pots en zinc. Faut éviter, faut pas faire dans des pots en zinc. Soit vous mettez un liner dedans, une bâche pour protéger le zinc de la tourbe. Parce qu'en fait, si vous mettez de la tourbe dans votre bassine en zinc, en fait, le zinc va se faire attaquer par l'acidité de la tourbe et tous les éléments ferreux vont en fait se relarguer dans la tourbe et vos plantes vont vite souffrir de ça. Il faut vraiment isoler le zinc avec une bâche si vous voulez faire ça. Faut Ok. pas que la tourbe soit en contact du zinc directement. Vous allez casser votre bassine premièrement parce qu'elle va être attaquée et vos plantes vont mourir à petit feu. Voilà. Vous pouvez faire des choses jolies, mais il faut faire attention. C'est ça, C'est là. ça, il faut C'est la protéger morale. le zinc avec une Voilà, bâche dedans. ça marche. Un liner de piscine, voilà, une bâche étanche. Oui. Parfait, très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je ne sais pas si dans le chat vous avez quelques conseils pour nous sur les pots, sur l'eau, sur tout de ce dont on a parlé. Si vous avez quelques questions encore, on va pas tarder à terminer puisqu'il est quand même 22h46. Je vais remettre en ligne rapidement notre sondage pour la prochaine plante dont on parlera en détail pendant la prochaine table ronde. Je vous rappelle que vous pouvez voter directement et uniquement sur Twitch. Sur Facebook, ça ne marchera pas. Sur Twitch, dans le chat de Twitch, vous écrivez simplement point d'exclamation vote, espace, et vous mettez soit Filiformis, soit Leucophila, soit Pucella, soit Ampullaria, soit Esseriana, et donc on parlera d'une de ces 5 plantes à la prochaine table ronde. Pour l'instant, vous avez une préférence pour l'Ampullaria. Est-ce que ce sera le cas encore après les vacances? On n'en sait rien du tout. Si le chat a quelques questions, on peut y répondre si vous le souhaitez, d'ordre général, hein, pas forcément sur l'eau ou sur les pots. Si c'est pas le cas, on va pouvoir s'arrêter là. Je vous ai parlé de l'EE, ça c'est bon. Personne n'a trouvé les mots que j'avais cachés dans le chat. Donc pour l'instant, on garde. D'ailleurs, on va faire le test. Est-ce que dans le chat, est-ce que vous connaissez l'émission de KDO, l'espèce d'émission télévisée où il y avait des petits sketchs et où les règles du jeu étaient incompréhensibles? Ça vous dit quelque chose ou pas? Ça, c'est de mon époque, ça. Non? Hum. Époque. Est-ce que vous connaissez le Camoulox? Non, ça vous dit Oui. rien? Ouais. C'est ça, oui. Alors, si quelqu'un dans le chat peut écrire Camoulox, on va voir si ça fonctionne. Attendez, je vais juste vérifier que j'ai ça là. Déjà, il faut savoir Attendez, l'orthographe. attendez. Ouais, c'est dur. Attendez, j'essaye un truc. Je vais essayer, hein. Je vais voir si ça fonctionne. Exact. Bravo, quel talent. Hop, tac. Voilà, mot découvert, quelqu'un a trouvé Camoulox, c'est donc Tilou 1980. Et donc elle marche bien, cet affichage de caisse marche bien, j'ai pas bossé pour rien. Et tu as gagné un merci pour la ref. Donc tu n'as pas gagné de cadeau, tu as donc bien testé notre système de mots. Et donc voilà, il restera 4 ou 5 mots à trouver, je vous les donne pas évidemment. Et dedans, en cadeau, j'ai des semis de Dionée, il y a une potée de Pingicula, il y a des graines de Sarracenia, il y a ce genre de choses. Et j'ai même aussi mis en jeu un badge VIP. Donc peut-être qu'un jour, en discutant, vous nous sortirez le mot qui va bien pour gagner un badge VIP. Voilà, donc c'est un petit truc transitoire en attendant que la pièce que j'ai prévue pour les streams soit prête et qu'on mette donc cet affichage de caisse automatique dans le décor derrière moi. Je vais essayer de faire un truc un peu propre pour qu'on voit ce qui s'affiche. Et je ne l'ai peut-être pas dit, mais j'ai aussi acheté un deuxième petit lapin connecté, un Abastag. Et on va pouvoir faire des quiz les uns contre les autres en faisant des équipes avec les lapins. Ça va être cool. Je prépare un truc de ouf cet été, je pense qu'on va bien rigoler. Écoutez, on va s'arrêter là. Je vous remercie. Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter?
Je sais pas, un rendez-vous, des infos, des choses dont on n'aurait pas parlé. Merci Lorenzo à toi. On t'attend mercredi prochain pour ta conf. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? C'est le moment. Non. Attention à la grêle s'il y a des orages. Voilà. Montrez vos Bonnes plantes, vacances. protégez vos plantes. Mais Sortez ouais, bonnes couverts. vacances. Ça marche. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour votre présence, pour vos infos. Merci pour votre implication sur ces conférences parce que c'est vraiment agréable d'être suivi. Lancer un projet, c'est bien, mais quand les gens nous suivent et ils mettent de l'énergie et du temps pour faire des choses bien et pour amener gratuitement des infos à tout le monde, c'est vraiment génial. Merci Laurent pour ta présence mercredi prochain. Alexandre, on t'attend aussi mercredi prochain, 21h30 pour ta conf. On republiera des infos, un event sur Facebook. Pour ceux qui ne nous follow pas encore sur Twitch, n'hésitez pas. Vous aurez comme ça la date de début du prochain stream et un peu les infos. On travaille toujours sur un mini-guide facile pour les grands débutants pour vraiment leur mettre le pied à l'étrier. J'en discute avec Arthur de temps en temps. On va essayer de faire des choses avec des iconographies ultra simples pour que ce soit très clair pour tout le monde. Merci beaucoup, messieurs. À très bientôt. Et puis voilà, mercredi prochain. Et puis en attendant, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube pour nous follow, poser des questions sous les vidéos des conférences. Les gens répondent. Alexis a répondu encore il n'y a pas très longtemps à une question. Donc n'hésitez pas. Et je vous dis à mercredi prochain. Merci beaucoup. Très bien. Et je vous Bonne souhaite une bonne soirée. soirée. Merci de nous suivre. Et bonne Merci soirée. beaucoup. À bientôt. Salut.